Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui va durer une petite heure et demie. Aujourd'hui, on va traiter de l'opposition entre powerlifter pro et amateur, notion qu'on voit de plus en plus apparaître avec la popularisation du sport, qui devient ultra compétitif. Le terme, il est employé aux USA dans certaines fédérations où on distribue des cartes pro. En IPF, on voit Sheffield avec des centaines de milliers de dollars de cash prize. Clairement, on commence à voir l'émergence d'un statut de powerlifter pro. Dans ce podcast, on va traiter de cette opposition dans l'entraînement, dans le lifestyle. Donc vous allez avoir du point de vue coaching et programmation, mais aussi beaucoup de talk, beaucoup de discussions autour du concept de professionnalisation du sport. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc dans la semaine, je vous ai posé la question, la différence entre l'entraînement d'un powerlifter pro et d'un amateur. Et aujourd'hui, on va débattre un petit peu et répondre à vos remarques avec mon ami, le docteur en powerlifting, Romain Lefebvre. Voilà. Donc on va aborder des sujets tels que les différences à l'entraînement, donc sur les variables que sont le volume, l'intensité, mais aussi la récupération, et aussi les différences donc, dans le lifestyle, parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les questions. Tout ce qui va tourner autour de l'implication, l'organisation et aussi le mindset. Voilà, comment vas-tu, Romain? Très bien, et toi, Andrea? Est-ce que tu es prêt à discuter de ce sujet? Vas-y, je t'en prie. Parfait. Bon, on va commencer un petit peu avec les différences à l'entraînement parce que la deuxième catégorie, elle est intéressante, mais dans notre cas, on est tous les deux coachs, donc c'est plutôt intéressant d'aborder le sujet de l'entraînement sur les variables vraiment de programmation, quoi. Donc, on va commencer avec un premier point. Déjà, est-ce qu'il y a réellement des différences? Parce que ça aussi, c'est revenu dans deux, trois questions. Il faudrait que je ressorte le téléphone après avec les questions, mais il y a eu beaucoup de mecs qui disaient que globalement, dans les principes, il n'y a rien qui change sur l'entraînement. Euh, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'il y avait même aussi des powerlifters qui ont un niveau amateur, on va dire, mais qui peuvent s'entraîner carrément comme des champions. Donc, c'est une notion qui est intéressante avant même de commencer à discuter des différences. Pour beaucoup de gens, il y a pas ou très peu de différences. Qu'est-ce qu'on en pense, monsieur Romain? Je pense qu'en fait, déjà, tu choisis pas vraiment d'être pro ou amateur, en fait. C'est plus une conséquence de ton niveau. Et après, pour obtenir tel ou tel niveau, on sait qu'il y a des choix à faire et qui, évidemment, sont plus ou moins contraignants, tu vois. Donc, je ne sais pas si tu es un débutant et que tu n'as pas trop le temps de t'entraîner. Tu sais que si tu peux caser que 2 entraînements par semaine ou que tu n'arrives pas à t'entraîner suffisamment longtemps pour faire ton volume, bah, ça va être plus compliqué d'atteindre un bon niveau parce que tu vas potentiellement être limité plus vite que quelqu'un qui aurait le même potentiel que toi et qui pourrait faire tout ce qu'il faut, quoi. Bah, moi, je pense que dans le principe, euh, oui, dans le principe, dans ce qu'on essaye de chercher dans l'entraînement, c'est les mêmes bases, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont poussées à l'extrême, de plus en plus qu'on va vers du haut niveau. Il y a vraiment des principes qui sont poussés à l'extrême. On pourra revenir dessus parmi plein d'exemples de powerlifters, mais clairement, on voit des powerlifters qui poussent certaines variables à un niveau très très élevé. Ça peut même être des variables de fréquence. Je l'ai pas abordé parce que j'ai dit volume, intensité, récupération. Mais il y a même la fréquence qu'on voit même en France. On a des powerlifters qui poussent les fréquences sur les trois mouvements, qui vont très haut et qui sont des powerlifters de haut niveau. Donc peut-être que le principe, ce qu'on cherche à amener, c'est la même chose, mais je pense que vraiment pour un powerlifter qui a un niveau plus faible ou même juste une expérience plus faible, de toute façon, on ne peut pas physiologiquement trop amener certains facteurs très très hauts. Dans le principe, peut-être, mais clairement, dans la réalité, l'entraînement, il n'a rien à voir avec un mec de très haut niveau et quelqu'un qui vient de commencer ou qui a, on va dire, même intermédiaire, qui a 1 à 3 ans de powerlifting et qui est de niveau moyen, quoi. Ouais, bah, je pense que la grosse différence, au final, elle se fait elle se fait peut-être au niveau des ressources. Des ressources que tu peux allouer, des ressources disponibles. Donc là, j'entends vraiment ressources au sens large, donc que ce soit Mhm. génétique, mentale, en termes de temps, d'investissement, de volonté, parce qu'il y a aussi des athlètes qui ne sont pas au niveau, tout simplement parce qu'ils ne s'en donnent pas les moyens, ils en sont conscients, et c'est OK, tu vois, chacun ses objectifs. Mais il y a pour moi, il y a une vraie dimension de ressources dans le sens où si tu commences au Monopoly, le pro, c'est potentiellement celui qui a toute la caisse enfin, en tout cas, celui qui se donne les moyens de devenir pro. C'est quelqu'un qui aurait ouais, beaucoup de ressources par rapport au gars qui, lui, je sais pas, peut-être a une vie de famille, qui n'a pas envie de s'entraîner trop longtemps, qui a envie de faire des coupures de temps en temps, donc qui saute des jours, voire des semaines d'entraînement. C'est des choses que tu peux moins tolérer quand tu vises le haut niveau, quoi. Ok. Ah, il y a Mehdi qui nous dit à ce sujet, il nous dit pas de différence dans les principes, ni même de frontières très claires, c'est juste une question de priorité.
Bon, je ne verrai pas peut-être jusque-là parce qu'une question de priorité, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas non plus le potentiel de devenir très haut niveau en force athlétique comme dans tous les autres sports. Et je pense que vraiment, comme je disais, il y a quand même un niveau que les mecs, comme tu dis, les ressources que les mecs ont à disposition, mais les ressources que le mec aussi s'est créé par rapport à son entraînement. Clairement, en fait, ça me fait bizarre de dire qu'il n'y aurait pas de différence. Je suis d'accord pour dire que dans les principes, évidemment, on ne va pas réinventer la roue, on va Ouais, bien chercher à faire sûr. la même chose, mais de manière accentuée. Et en plus, même des fois, on va chercher à avoir des stratégies d'entraînement qui vont être très, très individualisées pour le coup, pour des powerlifters pro. Et c'est pour ça que faut vraiment être conscient quand on voit l'entraînement d'un mec qui est très, très avancé dans sa pratique, qui a une dizaine d'années de pratique et qui est à très haut niveau. Clairement, il ne faut pas prendre exemple. C'est-à-dire qu'il faut s'en inspirer, il faut chercher des dynamiques comme lui, mais on ne peut pas copier-coller en fait son entraînement parce qu'il y a de grandes grandes chances qu'il y ait des choses ultra individualisées pour lui. Ça peut être Ouais, bien le sûr. volume qui est extrêmement haut, il peut même y avoir des stratégies vraiment différentes, hein. Moi, tu m'en avais parlé avec Bryce Lewis, c'est toi qui m'en avais parlé au début. euh, il y a longtemps en plus, je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais qu'il avait pas forcément énormément de volume sur les trois mouvements, mais que, en tout cas, c'était un moment de sa saison où c'était comme Ah oui, ça, ouais. mais qui se mettait une énorme douille sur des assists type de la leg press, etc. Tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est des processus qu'on voit pas forcément partout et qui sont peut-être même juste momentanés pour lui, mais en tout cas, ça quand même, ça lui a maintenu un bon niveau, quoi. Ouais. Donc, Je me souviens qu'on en avait ri et qu'on se disait, purée, mais en fait, le gars, il a le volume, il a ce que sur une séance que beaucoup ont en une semaine, en fait. Et je pense que de toute façon, la différence entre le pro et l'amateur de manière générale, c'est que bah, le pro, il en fait plus, en fait. Il en fait plus, tout simplement. Et je sais qu'il y avait une étude qui avait été menée, c'était au niveau de l'entraînement entre des athlètes qui étaient régionaux et des athlètes internationaux. Et en fait, il n'y avait pas de différence majeure dans les procédés d'entraînement. La seule vraie différence qu'il y avait, c'était au niveau du volume, du temps passé à l'entraînement, etc. Donc, c'est ouais, clair que donc, quand le gars, encore une fois, il fait en une séance que tu fais en une semaine, s'il arrive à récupérer, bah, il va plus vite, quoi. voilà, donc ça, c'est peut-être le premier point des variables qu'on va aborder, et c'est ce que vous avez abordé en réponse aussi. J'ai quand même un bon tiers des réponses qui s'articulent autour du fait que les mecs sont capables d'encaisser énormément de haut volume. Alors évidemment, ce haut volume, il se corrèle avec l'intensité, parce que quand on parle de volume, on ne parle pas de volume à 60%. Donc ça aussi, ça sera intéressant de parler de l'intensité de manière plus générale, mais globalement, ce qui va faire la différence, je pense que c'est aussi le volume à haute intensité. Et quand on parle de volume, je ne sais pas si on peut forcément parler de variable de tonnage, mais plutôt de variable de nombre de séries à tel range d'intensité, quoi. Ouais, bah, je pense que les deux sont intéressants parce que si tu compares que le nombre de séries et que tu te retrouves à faire, je sais pas, 10 fois 1 en cluster sub Hmm, 5, c'est oui. compliqué de comparer ça avec, je sais pas, 2 fois 8 at 10, tu vois, c'est carrément pas le même stimulus, quoi. Mm, mm. Ouais. Mais clairement, je pense que c'est là où il y a une énorme frontière. Et de toute façon, la frontière, elle est simple, elle est presque physiologique. C'est le temps que la personne a pu allouer à sa pratique de powerlifter ou même sa capacité génétique. On peut en parler aussi, c'est vrai que ça fait une différence, hein. Je veux dire, moi, typiquement, je suis un powerlifter de bon niveau. J'ai fait de l'international en junior. Et pourtant, ma capacité à encaisser le volume, pour l'instant, elle est pas non plus faramineuse. Alors, il y a des limites physiologiques, c'est-à-dire que je me blesse souvent. Mais clairement, c'est une différence entre vraiment le statut pro très avancé et le statut intermédiaire, amateur, et même, je dirais même pas forcément amateur dans le sens mauvais niveau, juste peu d'expérience. C'est-à-dire qu'en 3 à 4 ans, c'est dur d'avoir commencé à build, je sais pas, une capacité à enchaîner 30-40 séries, même au bench, à une intensité élevée, ou même juste 30-40 séries tout court, c'est déjà pas mal. Pas Ouais. forcément intensité élevée, quoi. Donc il y a peut-être une notion autour de ça. Mais clairement, la différence pour moi majeure, elle se fait vraiment autour du volume. Je sais pas toi ce que tu en penses. Bah oui, je pense que déjà c'est un fait. Après, on a aussi des exemples d'athlètes qui arrivent à progresser très bien avec un volume qui est comment, inférieur. Moi, je pense que la grosse différence aussi, elle se fait au niveau du mental, tu vois, de ce que tu te permets de faire, de comment tu te concentres à l'entraînement. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué quand j'ai été amené à me déplacer et m'entraîner dans telle ou telle salle. C'est en fait à la manière tu sais, dont les gens se comportent dans leur entraînement, tu vois tout de suite quel est leur objectif en fait. Et donc, Mhm. bon, souvent, il y a une corrélation entre comment le gars s'entraîne et le niveau qu'il a. Parce Ouais, que clairement. moi, enfin, c'est un exemple, mais je m'entraîne souvent avec des gars qui tu vois, sont là pour déconner tout le temps, etc. Donc, forcément, ça le fait.
Mais bon, tu te dis que si le gars il passe sa séance à déconner, bah, c'est plus compliqué de se concentrer, d'avoir un haut niveau d'exigence sur ses reps, etc. Hmm. quoi. Bah, c'est-à-dire, si tu as un peu le mental pour, tu peux switcher un peu de déconne et après repartir. Mais globalement, quand tu as une séance avec beaucoup de volume, mais que aussi que l'intensité devient stressante, bah, pour moi, pour les préparations que j'ai fait avec toi notamment, c'était le cas. Il y avait pas mal de volume et l'intensité était relativement haute. Elle n'était pas forcément haute par rapport au pourcentage de RM, mais en termes de charge, c'était quand même stressant. Ouais, Et clairement, si je commençais, parce que dans ma salle, c'est pareil, tu vois, et moi, j'ai toute mon équipe qui est là souvent, donc c'est compliqué. Si je commence à déconner, dans un sens, ça fait du bien parce que voilà, taper un 8x2, c'est vraiment marrant. Et voilà. Mais bon, le problème, c'est quand le truc il commence à durer 1 heure et demie, ça n'a aucun sens. Quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Ce qui a aussi un problème, je dirais, dans le temps de la séance, c'est que bon, c'est pas forcément quelque chose qui fait que c'est mauvais de s'entraîner avec beaucoup de monde ou quoi, mais clairement, c'est aussi quelque chose qui prend plus de temps. Parce que, encore une fois, si tu as, bon, 8 séries, c'est un exemple assez extrême, mais 8 séries, si tu t'échauffes bien, que tu as, comme une bonne capacité de récup et que l'intensité le permet, ça peut très bien être fini en une demi-heure, comme ça peut prendre 1 heure et demie parce que vous êtes assis à tourner sur le banc et que chacun change sa barre, que ça déconne entre les séries. T'en as un, mm, tu mets ton temps de repos, tu te rends compte finalement que tu es à 15 minutes de repos alors que tu devais en prendre que 4. Tu vois, c'est beaucoup de choses qui jouent aussi, quoi. mm, mm. Ouais. Donc clairement au niveau du volume, il y a une différence. La gestion de la séance aussi, ça rentre dedans. Mais après, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu des chiffres? Parce que s'il faut, les gens, on ne va pas avoir une idée très précise, parce que nous, on a une idée de ce que c'est de chiffres élevés en termes de volume et corrélés à l'intensité. Mais globalement, il y a une histoire aussi de qualité pour les personnes qui sont un Ouais, peu bien plus sûr. amateurs. Parce que le volume pour le volume, quand la personne n'arrive pas à en faire quelque chose de viable et de qualitatif, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc des fois, c'est pour ça qu'on a des petits échelons de volume qui augmentent petit à petit dans l'entraînement, parce que de toute manière, il n'y a pas de capacité à accumuler tant de volume en étant qualitatif. Quoi. Et surtout que, enfin, moi, à mon sens, il ne faut pas rentrer dans le jeu non plus où tu te dis plus de volume égale mieux tout le temps, tu vois. Il ne faut pas non plus avoir cette approche un peu ouais, complètement limitée, en fait, de se dire OK, là, c'est bon, je vais en faire plus, donc ça va être forcément mieux, etc. Je pense qu'effectivement, il y a d'abord une dimension de qualité technique à rechercher, c'est-à-dire que si tu sais que, je ne sais pas, pour reprendre l'exemple des 8 séries, si tu sais qu'au bout de 4 séries, déjà, les coudes partent en cacahuète, etc., sur un bench, bon, bah, les 4 dernières séries, elles vont pas servir à grand-chose, quoi. Elles vont être fatigantes, elles peuvent même entraîner des blessures parce que, bah, encore une fois, ta technique ne suit pas, donc tu te mets dans des situations qui sont, enfin, dans des positions qui sont plus dangereuses. Mm, Alors que, et il y a aussi une dimension de récupération, forcément, parce que moins ta technique est précise, plus ça va être stressant, plus ça va être difficile de récupérer. Alors que, par exemple, si tu arrives à faire 8 séries et que ton RPE bouge quasiment pas d'une série à l'autre, bon, bah, c'est juste plus de pratique, en fait. mm. Ok. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur volume. Globalement, si on a des exemples par rapport au volume, juste pour finir, si je me trompe pas, si on regarde vraiment un mec qui était pro là-dedans, bah, tu as tout ce qui est Strength Guys. Donc même en France, on peut le voir avec Souley, avec Rico, on voit quand même dans leur story qu'ils ils mangent un volume à haute intensité qui est quand même plus en plus élevé si tu les suis sur le long terme. Tu vois qu'ils mangent de plus en Ouais, plus, de plus en plus. Et globalement, pour ces deux mecs-là en France, le niveau suit très bien, dans le sens, j'ai pas ouais, l'impression bien qu'ils sont sûr. extrêmement fusillés physiquement, parce qu'ils enchaînent des petites prépas quand même, surtout Rico qui enchaîne des prépas inter très rapidement, mais même Soulé, hein, il a fait Europe, derrière il a fait France. Ouais. Là, il va reprendre une saison inter, donc bon, je trouve que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de volume et que c'est même à haute intensité que c'est dangereux physiquement, en tout cas à leur niveau de maîtrise, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, enfin, accessoirement, je trouve que, enfin, pour avoir fait plusieurs coachs, je me suis bien rendu compte que le volume, bon, je sais qu'à un moment, on en rigolait beaucoup, c'était avant même d'arriver que Souley arrive chez TSG ou quoi, c'était TSG, c'est le volume, je dirais pas à outrance, mais ils étaient connus pour ça un petit peu, tu vois. On se disait, Ah, mais moi, on il y déconnait, a il y avait d'autres la. personnes qui me disaient ça. Hein. Il y a d'autres personnes qui me disaient, ouais, de toute manière, ils défoncent au volume et puis c'est tout. Tu vois. Genre, ils ont construit tout leur coaching autour du fait de te tuer. Ouais, mais il y avait aussi la série comment Blind Ben là, de.
de Noriega. Donc Ben Esgro avait beaucoup évolué entre cette période-là et ce qu'il fait maintenant, apparemment. Après, je ne suis pas beaucoup son travail, mais où Sean Noriega, tu le voyais, chaque séance, il disait qu'il n'en avait pas pour moins de 4 heures et que c'était un 8x8 RPE 9 dès la première série. Tu te disais, bon, ok, là, c'est compliqué, tu vois. Là, ils ont jeté les dés, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'y repense, j'avais vu un podcast, je crois que c'était celui d'RTS, avec justement Jason Tremblay qui intervenait et qui disait je pense que c'est une erreur qu'on a faite à un moment de se dire qu'on mettait trop de volume et que c'était compliqué pour certaines personnes en fait, de s'impliquer autant à l'entraînement, tu vois, de se fatiguer autant pour avoir, entre guillemets, si peu de résultats. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, ouais. Alors, en fait, il faut avoir la capacité d'accumuler ce momentum. En fait, faut savoir se servir de tout ce momentum qui est accumulé, mais qui est ultra perturbant physiologiquement et même au niveau de la fatigue et savoir le transformer. Parce qu'on peut aussi parler des facteurs de récupération dans ce cas-là, un haut volume, etc. Et même, il faut parler aussi de haute fréquence, de haute intensité, on verra ça un petit peu après. Mais tout ça, ça demande d'avoir la capacité de récupérer et d'en faire quelque chose pour le reste de la semaine, Ouais. pour le reste des semaines du bloc et à long terme, quoi, sans que ça porte préjudice physiquement ou même au niveau des performances, quoi. Ouais. Et il y a un truc Ouais. aussi qui me paraît Ouais. important de préciser, c'est que ce haut volume, entre guillemets, comme tu le définis, il est pas définitif en fait. C'est Ah pas non. parce que, je sais pas, tu as construit une capacité de travail jusqu'à, je sais pas, 24 séries de bench, 30, peu importe, que c'est une capacité que tu vas garder à l'année. Bien entendu, elle va dépendre de l'intensité que tu vas avoir, du niveau de spécificité, etc. Mais c'est pas parce que tu as poussé jusqu'à 30 séries que tu es obligé de rester à 30 séries. Tu vois, souvent, tu fais ça parce que tu as des phases de prépa et que tu te rends compte que peut-être plus de bench, ça te permet de faire plus sur le moment T, mais on sait que c'est quelque chose de stressant et c'est pas pour autant que tu vas garder ce même rythme à l'année. C'est pour ça que tu as toujours des intervalles enfin ouais, des fourchettes de répétition, des intervalles de reps. Et déjà, c'est assez compliqué de comparer, je sais pas, je vais te dire un 5x7 à 9 et un 8x2. Tu vois, bon, je pourrais le faire avec le stress index, etc. Mais c'est pas des formules complètement exactes. Et physiologiquement, c'est pas le même impact quand même. Non, mais surtout, c'est pour donner une dynamique, c'est-à-dire qu'aussi, votre plafond de volume, il va augmenter ou il va bouger au moins tout Ouais, le bien temps sûr. et longitudinalement sur votre carrière. C'est pour ça qu'en fait, à un moment, il y a eu un abus, peut-être, on a suriné avec le volume, mais c'est justement parce que les gens ne font pas assez, pas du tout même. Ils sont trop sur l'aspect mon top single, mon top 7 et après, les back-off, on drop de 25%, tu vois. Là, on ne bulle pas grand-chose avec ça. Enfin, ça dépend évidemment des gens, mais on l'a suriné à un moment. Et puis c'est pour ça que TSG, ils ont pris énormément de popularité d'un coup. Évidemment, c'est parce qu'ils coachent Atwood, etc. Mais ils coachent aussi beaucoup de mecs à très haut niveau et ils ont pris en popularité parce qu'ils comblaient aussi un manque à certains niveaux sur le volume notamment, quoi. Bah, ouais, après, honnêtement, pour ce qui est du volume, je pense pas que tu aies besoin d'un volume extrême pour progresser, etc. Tu vois, tu as donné un exemple intéressant, c'est de se dire, par exemple, tu peux pas build avec des singles. Je pense que c'est assez, pour le coup, c'est assez mitigé. Et tu as des. Moi, j'ai vu pas mal de trucs où tu voyais que les gars, même avec un seul single, ils arrivaient à maintenir un certain niveau de force. Après, bien Oui, sûr, mais là, tu je sais que parle si tu. de construire. Ouais, ouais, dans le temps, tu veux dire. Genre, Ah tu peux oui, pas dans le garder temps. ton. Non, là, je Ouais. parle pas sur un bloc, hein. Je parle vraiment Ouais, mais même sur un ou sur deux 3-4 blocs, mois. même sur un ou deux blocs, je pense que même un athlète de haut niveau, si tu as si t'as toujours cet aspect de surcharge progressive, etc., bon, forcément, tu as des mouvements qui vont mieux réagir que d'autres, mais je pense que tu vois, tu peux très bien progresser en faisant, je sais pas, 1x1 à 8 et un 3x3 juste après, tu vois. Et pourtant, c'est pas considéré comme un volume gigantesque. Faut juste qu'encore une fois, il y a une notion de progressivité. Et sûrement, à un moment, tu vas être obligé d'augmenter le volume, mais c'est Bah, quelque chose c'est-à-dire qui peut s'entendre, que tu vois. si tu fais un single à 9 et 3x3 à 8, au bout d'un moment, tu ne veux plus toucher l'intensité. Il faut activer le levier du volume avant tout. Ouais, bien Ou sûr, mais alors, tu peux s'il y augmenter a le nombre de des. reps. Ouais, Bon. ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, eh ben, on a fait un petit peu le tour sur le volume. Globalement, on est d'accord qu'il y a quand même une différence entre la capacité entre les pros et les amateurs, ça c'est sûr. Mais maintenant, on va aborder un petit peu des variables où ça peut différer. Avant de parler de l'intensité, je vais te parler un petit peu de la fréquence parce que c'est une variable dont on parle un petit peu moins, j'ai l'impression quand même, de manière Ouais. générale sur la scène publique. Est-ce que la fréquence, c'est une différence aussi entre des powerlifters à haut niveau versus intermédiaire? En fait, moi, je pense que la fréquence, c'est un petit peu délaissé parce que de manière générale, la fréquence, elle dépend.
quand même beaucoup du volume, tu vois. C'est-à-dire que si le gars a, je sais pas, 15 séries de squat par semaine, bon, faire 7 et 8, c'est pas du bench, quoi. Donc, il y en a qui peuvent l'encaisser, bien sûr, mais tu peux aussi obtenir de très bons résultats en faisant 5 séries, laisser un jour de repos, refaire 5 séries, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que bah, forcément, des athlètes de haut niveau, souvent, ont peut-être un volume supérieur à ce que pourraient avoir des débutants, et c'est pour ça que leur fréquence Mm. est plus haute. Mm. Je pense que c'est surtout ça l'enjeu clé, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve une fréquence peut-être plus haute chez les avancés que les débutants, quoi. Ouais, bah typiquement Après, c'est à nuancer parce que ça marche avec très longtemps, ça marche avec beaucoup de monde, mais globalement, moi, ce que j'ai souvent vu pour tout ce qui était 1 à 3 ans d'expérience en powerlifting, je pense que les mecs peuvent progresser presque à l'infini avec un format avec 2 squats, 2 terres et 3-4 bench. Peut-être 4 bench plutôt que 3, mais en tout cas, c'est vrai que ça marche très très fort, même pendant des années et des années sur des gens. Mais je pense qu'à un moment, il doit y avoir un shift qui se fait quand le niveau il commence à augmenter. Enfin, juste comme tu as dit, parce que peut-être qu'il y a le volume aussi qui est trop pressant et qui demande à ce que ce soit un peu plus espacé de manière différente. Mais je trouve que c'est une différence maintenant qu'on voit de plus en plus avec des powerlifters où on voit qu'ils enchaînent 2-3 SBD, donc des séances où il y a les 3 mouvements dedans, 2-3 SBD dans la semaine. Je pense un petit peu, bah, forcément en France, à tout ce qui est Corentin Clément, Pana, tout ça. Mais il y a aussi pas mal Aston Rouska aux États-Unis. Et chaque fois qu'on le voit poster, c'est sur un post SBD. Et quand il était vraiment en prépa il y a quelques temps et qui cachait un peu moins les chiffres, etc., enfin les chiffres, qui cachait un peu moins ses entraînements, parce que forcément, là, ils arrivent aux nationaux, ils y vont un peu plus Ouais. là-dessus. Bah, on voyait tous les 2 jours, ils nous sortaient un SBD avec des chiffres encore plus impressionnants à chaque fois. Donc j'imagine que ces mecs-là, globalement, leur fréquence en squat en terre et en bench, elle est assez impressionnante. Ouais, bah, c'est clair. Après, je pense que c'est comme tout, hein, le corps s'adapte et c'est parfaitement possible, je pense, de build jusqu'à 4, voire il y a peut-être des gens pour qui ça fonctionne très bien d'avoir 5 squats par semaine. Euh, Encore une fois, c'est une problématique de volume. Et tu vois, si le gars il mange 10 séries de squats par semaine, bah, tu pourrais très bien faire 2 2 2 à chaque fois, tu vois. Après, forcément, c'est un peu. Je dirais qu'au niveau des ressources de temps, c'est peut-être pas forcément optimal, sachant que s'il a un gros niveau, à chaque fois, ça redemande une grosse gamme d'échauffement, etc. Et peut-être que tu perds un peu de temps. Mais pourquoi pas, en fait. Ok, ok. Ok pour cette petite interlude sur la fréquence. Maintenant, on va un petit peu aborder l'intensité. Est-ce que globalement, les powerlifters de plus haut niveau amènent leur intensité, enfin, ils repoussent leur capacité à enchaîner de l'intensité bah, du coup très fréquemment et sur un volume élevé? Est-ce que vraiment le facteur de l'intensité, il est drivé haut ou est-ce que au contraire, il peut y avoir les deux, on est d'accord, hein, mais Hmm. est-ce qu'au contraire, vu que les mecs ont un niveau tellement élevé, que de toute manière, même à partir de 80%, l'impact physio donc de la charge pure, il est tellement haut, tellement stressant, qu'au contraire, il faut qu'ils accumulent beaucoup à bas RPE, on va dire, à basse intensité relativement, parce Ouais. qu'évidemment, 80%, c'est pas bas, hein, c'est quand même Ouais, costaud, bah, pour un single, c'est pas très lourd non relativement. plus. Mais voilà, est-ce que plutôt ils accumulent avec, on va dire, un top 7 un top single qui va monter peut-être un peu plus en intensité, et derrière, il faut que le back-off il soit quand même un peu plus mollo pour pouvoir avoir un impact physio qui est moindre, quoi. Bah, pour le coup, enfin, tu me donneras ton avis après, mais je pense pas Ouais, que ouais. l'intensité, ce soit quelque chose qui dépende forcément énormément du niveau. Je pense que effectivement la faculté à accumuler dans une même séance des séries sur un même mouvement qui soit assez intense, ça dépend aussi de bah, ta qualité technique, etc. C'est aussi pour ça qu'on limite le volume en fonction de ton intensité. Mais je pense pas qu'en termes de pourcentage de RPE absolu, tu vraiment une grosse différence entre un athlète qui soit débutant ou avancé. Tu vois. Et je pense que tu peux même garder des fourchettes qui soient assez similaires entre, je sais pas, ta première et ta cinquième année d'entraînement, à part si bah, y a quelque chose de vraiment drastique qui se passe, il y a un gros changement. Mais je ne suis pas convaincu qu'il faille forcément faire une grosse différence de ce côté-là. Tu vois. Ah, je ne suis pas convaincu parce que, alors pour ce qui est vraiment du débutant, moi, Mm. de gars que j'ai récupérés, j'en avais qui avaient une capacité à encaisser l'intensité, mais qui était juste corrélée au fait que l'impact physio des charges qu'ils pouvaient développer à ce moment-là, elle était
plus ou moins faibles par rapport à leur capacité physique, simplement. Tu vois, un mec, je sais pas, qui fait 105 kilos, qui commence le power, évidemment, il a des charges qui sont pas élevées. Ça peut être un 150 au terre, tu vois, mais ces trucs-là, ils peuvent les faire peut-être 10 fois dans la semaine. Limite, ça va rien leur faire des fois, tu vois. Et quand je récupérais des mecs qui avaient une philosophie ou de power de base, si je fais du power, c'est je mets l'intensité. Donc quand je les récupérais, il fallait leur entraînement avant. C'est des mecs qui étaient capables de tenter 3 fois un RM dans la semaine. Et genre physiquement, ça leur faisait juste rien. Et après, même pour revenir dessus de manière générale, même bien structurer l'entraînement, je trouve que à niveau faible, bah, les mecs ont toujours une capacité à prendre l'intensité, à la recevoir mieux. Après, est-ce qu'ils en font quelque chose de bien productif dans leur entraînement? Est-ce qu'ils arrivent à accumuler du momentum avec ça? C'est peut-être un autre point. Je- Moi, je pense que la grosse différence aussi, c'est que, tu vois, par rapport à un débutant, un avancé ou quelqu'un qui a vraiment un niveau très élevé, pour un point de RPE différent, par exemple, il peut avoir 20 kilos d'écart sur son lift, tu vois. C'est aussi pour ça que peut-être on a cette impression-là. Et je pense aussi que le débutant, pour le coup, vu qu'il, par définition, il est débutant, il progresse assez vite. Et que peut-être que, tu vois, son RM, s'il le fait 3 fois dans la semaine, ça se trouve, son RM, il a déjà bougé sur la semaine, en fait, tu vois. Ouais. Peut-être que bah, c'est moins difficile pour lui aussi parce qu'il n'a pas un super bon niveau d'efficience technique, etc. Et que, je sais pas, par exemple, tu lui fais faire un développé couché à 100 kilos, qui est son maximum. Il va faire une première rep où il va la louper, vraiment, il va opposer aucune résistance, la barre va l'écraser. Et tu vas lui dire, je sais pas, ouais, concentre-toi et tu la refais 2 minutes après et la barre, elle va monter RPE 6, tu vois. Il y a aussi cette Ouais. dimension-là. Ouais, il y a toute la Je pense dimension entre que la. Ouais, vas-y. et j'allais dire, chez un expert, c'est quelque chose que tu vas pas retrouver parce que tu Ah. parles de Ashton Rouchka. Et bon, lui, c'est très bien qu'à 350 kilos, si il mise groove et qu'il fait vraiment n'importe quoi, en fait, il finit en chaise roulante, tu vois. Ouais. Donc, Et une c'est un mouvement différence qu'il de a marge répété. d'intensité qui est claire, dans le sens un 6 c'est clairement pas un 7, un 7 c'est clairement pas un 8. Enfin, dans le sens vraiment ce que ça représente en termes d'intensité, avec Hum, un niveau d'efficience technique qui est le même, on va dire. C'est clairement pas la même chose, hein. Moi, je sais que j'ai longtemps fait de l'intensité progressive dans le bloc, c'est-à-dire un RPE 6, un RPE 7, un RPE 8, un RPE euh, 9. Entre le début du bloc et la fin du bloc, il y avait, je sais pas, moi, si c'était un squat, il pouvait y avoir même 30 kilos, 35 kilos, ce qui est énorme, quoi. Je veux dire, tu ouais, c'est commences le beaucoup. bloc à 220, tu finis à 260 des fois. C'est quand même l'impact physio, il est vraiment pas le même alors qu'il n'y a qu'un seul RPE, alors que pour un amateur, même juste sur la même séance, il peut avoir une mauvaise efficience technique et se retrouver avec un RPE 8 au lieu d'un 6 à une charge qui est la même. Et la semaine d'après, il attaque sur un 7 et il met 10 kilos de plus. C'est ça. Ça n'a pas forcément tout le temps beaucoup de sens, quoi. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Ok. Au niveau de l'intensité, on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter là-dessus. Non, non, pas particulièrement. J'ai l'impression qu'on a bien fait le tour et je pense que encore une fois, cette notion d'intensité, bon, déjà, elle découle de la dose totale de volume que tu vas encaisser et de l'efficience technique. Parce qu'encore une fois, si tu te loupes ou que tu n'es pas efficace, tu vois, c'est bête, mais si on reprend l'exemple du débutant, si il commence son squat, il place pas forcément bien son bassin, la barre elle roule sur son dos, il descend, il brace pas. Bon, bah, tu sais que si, s'il est RPE 10, c'est qu'il peut peut-être refaire la barre, encore une fois, avec 2 RPE en dessous, si juste il se concentre sur avoir un meilleur bracing. Et que je dirais le détail technique a moins de place dans le mouvement overall, tu vois. Alors qu'il y a vraiment des gros axes à aller chercher qui peuvent vraiment lui faire 10 kilos d'écart sur son mouvement. Alors qu'encore une fois, tu prends Ashton Rouchka, bon, bah, il a répété le mouvement certainement des milliers de fois et tu vas pas trouver de comment la marge d'amélioration technique est certainement plus faible. Tu vas pas trouver de modifications drastiques qui vont te permettre de gagner 10 kilos d'un coup, tu vois, ça c'est pas possible. Non, clairement, clairement. Clairement, et même quand tu vois, bah, pour le coup, je te montrer, c'est un bon exemple parce que lui, techniquement, il est efficient sur plein de techniques, en fait. Sur toutes les techniques qu'il aborde, que ce soit le high bar, que ce soit le closer grip, le close grip, même au bench, et tradi ou sumo, bah, il est efficient partout. Et limite, lui, il se sert de ça pour accumuler un peu du momentum à droite à gauche quand il est trop saturé d'un pattern. Parce que bon, globalement, quand tu charges à 350 kilos, le pattern, tu peux saturer très vite, que ce soit vraiment juste même au niveau physique, quoi. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là, la manière dont les mecs ont des stratégies qui peuvent être vraiment totalement différentes d'un amateur. Et quand tu récupères
un mec qui est débutant amateur et que tu vois qu'il s'est inspiré un tel pour s'entraîner, tu rigoles quoi un petit peu parce que Ouais. ça n'a aucun sens. Ah, Globalement, si tu prenais vraiment l'entraînement du mec, ça donnerait rien du tout sur un amateur, quoi. après, pour le coup, je trouve qu'il ne faut pas non plus qu'on s'enferme dans un exemple et qu'on dise, ouais, bon, tu vois, Oui. quand le gars est avancé, il faut changer les variables d'entraînement, etc. Parce que tu vois, là, on prend l'exemple de Ashton Rocha qui clairement a tendance à faire pas mal de variations et trucs comme Mm. ça. Mais si tu prends, bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de TSG, si tu prends quelqu'un comme Taylor Atwood ou même d'autres athlètes de haut niveau comme, je sais pas, Corentin, Opana, etc., c'est pas des athlètes qui vont avoir tendance à faire 500 000 variations ou alors à, tu vois, à trouver des manières de s'auto-limiter. C'est des gens qui vont aussi beaucoup faire de mouvements de compétition tout simplement pour bah, pratiquer leur skill et renforcer leur pattern et accumuler Mm, comme ça, tu vois. ouais. Là où je voulais dire, c'est que c'est marrant parce qu'à chaque mec de très haut niveau, il y a une variable où tu as l'impression qu'il y a une déviation du standard de la norme des powerlifters. Tu vois. Ouais, Il y a forcément un standard, il y a forcément une variable où le mec il va sortir totalement des sentiers battus que tu peux voir sur tout le powerlifting, que ce soit la fréquence, l'intensité, le volume, peu importe. Il va y avoir un truc qui se différencie. Et ce qu'on n'a peut-être pas abordé jusqu'ici, c'est au niveau des assists. C'est aussi une variable qui peut peut-être compter. Est-ce qu'on peut faire une différence entre le niveau très avancé, surtout de l'utilisation de la muscu, alors c'est vrai que ça va au sens large, hein, euh, par rapport à un amateur. bah, c'est marrant parce que tu vois, je pense que le niveau d'assistance par rapport, enfin vraiment entre un débutant extrême et un avancé, il n'est pas forcément hyper différent. Enfin, dans le sens, je parle vraiment en termes de volume, tu vois, pas en termes de sélection d'exercice. Mais je pense que tu vois, justement, un débutant, il a peut-être besoin d'explorer d'autres patterns que purement ce que tu fais en power. Donc là, je parle d'un débutant qui vraiment commencerait la force sans avoir, je sais pas, 1 ou 2 années de muscu derrière. Parce que, à mon sens, c'est différent. Je ne peux pas considérer vraiment qu'il y a un mec qui est complètement débutant en power s'il a déjà pratiqué les mouvements de squat, etc., même si, il ne les faisait pas au standard, qu'il n'avait pas la technique de force, etc. Mais Mm. ce que je veux dire, c'est que je pense que chez le débutant comme l'avancé, les assistances, bon, tout ce qui est mouvements accessoires de renfort, de réhab, etc., vont avoir leur place. C'est juste que peut-être que sur un avancé, il va avoir plus d'expérience, plus de retours, plus de blocs, plus de data, tu vois, et qui va pouvoir se dire, OK, bon, bah, il y a des éléments qui font plus de différence. Et chez un avancé qui va avoir l'expérience du terrain, peut-être qu'il va dire, bon, bah, je sais que j'ai cette zone-là qui sont un peu plus à risque. Et bon, bah, j'ai peut-être des mouvements que je peux faire qui vont me soulager cette zone, etc. Alors que pour le coup, chez un débutant, ça va être plus des mouvements pour exploiter une base musculaire. Hypertrophie. Ouais, c'est ça, chercher une variété de mouvements pour pouvoir soulever lourd sur les livres, tu vois. C'est là où on en vient. C'est en fait, c'est souvent les leviers sont différents quand on utilise les assists. C'est-à-dire que les Mm. objectifs sont différents, les leviers sont différents. Il va y avoir une place à un moment ou à un autre, peu importe le temps, mais en tout cas, il va y avoir une place à un moment ou à un autre dans la saison pour les adresser, ces assistances. Mais clairement, les objectifs seront différents, les leviers seront différents pour les avancées et pour les amateurs. Souvent, il y a une recherche d'hypertrophie pure qui est quand même plus recherchée par les débutants, ce qui est normal, hein. Ouais, C'est mais une après, base. chez les avancés, tu peux aussi beaucoup la retrouver, tu vois. Même Bien si les, sûr. les, les gains les gains potentiels sont amoindris, c'est quand même quelque chose que Oui, tu oui. recherches. Ah oui, c'est un levier que tu exploites, mais quand même, souvent, c'est par, comme tu dis, ils ont les données sur ce qui va fonctionner pour tel objectif, et souvent, des fois, il y a quand même des leviers de préhab. Ils savent que dans la saison, il faut qu'à un moment, ils adressent tel ou tel ratio musculaire qui ne va pas. Typiquement, ça peut être une connerie, ça peut être les adducteurs qui sont un peu trop maltraités par les mouvements comp et qu'il faut compenser par de l'hypertrophie et par des assistances sur les adducteurs. Mais globalement, ils ont des données pour toujours servir la performance, mais quand même plus ou moins à court terme, on va dire. Il y a quand même cette relation directe, alors que le débutant, sur les 1 à 3 premières années de sa pratique, ça va être un levier qui va être tout le temps présent pour chercher à constamment atteindre un haut potentiel, un haut niveau d'hypertrophie, pour pouvoir devenir plus fort, mais c'est un levier plutôt long terme, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, tu retrouves les accessoires. Peut-être que les fins vont pas être les mêmes, mais sur le papier, je veux dire, dans une proc, tu vas pas forcément voir de différence. C'est peut-être pas les mêmes objectifs ciblés, mais je sais pas, tu vois du rowing dans les deux cas, bon, bah, tu vois, ça reste 3 ou 4 séries de rowing. Sur le papier, ça fait pas de différence. Après, peut-être que l'objectif qu'il y a derrière est pas exactement le même, quoi. Mm, mm. Ouais.
Ok, bah écoute, on a fait un petit peu le tour sur les variables d'entraînement. Globalement, il y a un truc qui revient pas mal, c'est euh, le sujet de l'efficience technique qui va quand même ancrer un petit peu la manière dont le pro va pouvoir exploiter le volume, exploiter l'intensité de manière, et même si un petit peu la fréquence, mais de manière beaucoup plus safe que le débutant qui, lui, va devoir plus se concentrer sur le fait d'être efficient, déjà sur la base de volume et d'intensité, etc., qu'il a, pour Ouais. pouvoir après passer le palier suivant. Ok, Oui. oui. Bon, eh ben écoute, on a fait un petit peu le tour sur tout ce qui était variable d'entraînement. On avait un petit peu abordé la récupération, mais clairement, la récupération, elle vient en passant des paliers de volume, des paliers d'intensité. Voilà, on est habitué à faire tant, du coup, forcément, la récupération, elle se met au-dessus. Après, est-ce que la récupération, c'est pas aussi un facteur lifestyle? Ça va peut-être être la deuxième partie qu'on va aborder. Ça va être les différences dans le lifestyle. Ça a été une grosse partie aussi de ce que vous avez dit en réponse à ma question. C'était le temps des trainings, le temps qu'on peut y accorder, la différence que le pro il dédie sa vie versus que l'amateur il dédierait pas sa vie. Ça, je suis pas forcément d'accord, mais on va peut-être revenir dessus. Et il y avait aussi une grosse partie sur le mindset. Peut-être qu'on se le fera à la fin. Mais Ouais, ça globalement, roule. c'est une question de priorité pour la plupart d'entre vous. Et globalement, je suis allé un peu faire mon enquête sur les gens qui ont dit ça. C'est souvent des gens qui sont dans la vie active, qui ont même une famille, etc. Et clairement, ça, c'est pour coacher des profils comme ça, des trentenaires, des gens qui sont quand même voilà, papa, maman, etc. Euh, Eux, c'est clairement, ils sentent le manque de temps, de priorisation qu'ils peuvent mettre sur l'entraînement. Et du coup, il y a un lien qui est direct avec leur manière de progresser dans le temps, quoi. On commence Ouais, mais avec bien quoi? On sûr. commence avec le temps? Ouais, vas-y. Ouais, bah, j'allais dire que justement, effectivement, moi, ça m'arrive aussi. Enfin, j'ai même, en fait, la plupart de mes athlètes qui sont assez vieux, enfin, vieux. On s'entend, c'est pas des, Oui. il y a pas beaucoup de 18-25. Enfin, il Bah, y en dans a, la, mais dans la c'est, génération actuelle où la plupart des mecs ont 20 ans, que tu vois sur les réseaux, c'est sûr que oui, quand c'est tu as des ça. mecs qui ont 25-35 ans, c'est déjà différent, quoi. C'est ça. Et en fait, je me retrouve souvent avec des gars qui sont par exemple pères de famille, etc., qui disent ouais, bon, bah là, en fait, le gros problème, effectivement, il y a la dimension temps, mais il y a aussi la dimension, pour moi, de tout ce qui est récupération. Enfin, tu peux te masser, etc., autant que tu veux. Clairement, ce qui fait la grosse différence, c'est est-ce que tu peux bien t'alimenter, est-ce que tu peux bien dormir. Et typiquement, le fait d'avoir un enfant en bas âge, on sait que bon, bah, pour le sommeil, ça n'a pas tendance à être la meilleure chose. Tu te réveilles, et je sais qu'il y a des athlètes qui ne font pas forcément leur nuit, etc. Et que bah, forcément, ils le ressentent tout de suite à l'entraînement. Tu vois, si sur une fin de bloc, les gars, ils attendent leur test, etc., qu'ils disent, OK, bon, bah là, je m'attends à faire le meilleur AMRAP de ma vie et que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas une nuit correcte, forcément, ça joue. Et ça, tu le sens. Après, effectivement, il y a les dimensions temps qui rentrent en compte également. Le fait de se dire, bon, bah là, enfin, c'est bête, mais quand tu as. Sur un entraînement de power, je dirais que, bon, on va prendre l'exemple d'une séance SBD, ça parlera à tout le monde. Si tu as un volume qui est un peu conséquent, c'est compliqué de faire ça en moins de 2h30, 3 heures, tu vois. Enfin, c'est un temps qui est En assez fait, standardisé, j'ai ça l'impression. peut se faire. Genre, Mm. typiquement, moi, quand j'aborde des sessions qui sont dures, une session dure où j'ai dormi genre 6 heures avant, je vais mettre beaucoup de temps à la faire. Une session dure où j'ai dormi 8-9 heures avant, je vais avoir une facilité à être dedans, à jamais avoir un moment où je suis, tu sais, t'as la tête, Ouais, à elle plat. va exploser. Voilà. Et en fait, du coup, vu que ces mecs-là, forcément, c'est un cercle vicieux, tu vois. Moins tu dors, moins tu as de temps, plus l'entraînement il va être dur, ça va être difficile d'enchaîner du volume. Souvent, on a des mecs qui viennent nous dire ouais, j'ai fait 4 séries au lieu de 6 aujourd'hui parce que je ne peux rien faire quoi, de qualitatif. Mm. Il y a de ça aussi. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, outre ça, enfin, même déjà le fait que la séance puisse être longue, c'est que déjà, enfin, 3 heures dans un emploi du temps, dans une journée, c'est conséquent, tu vois. Et pour quelqu'un qui, je sais pas, aurait un taf où il fait 9h, 9h, 18h, Ouais. il sort du travail, il faut qu'il aille chercher ses enfants, etc. S'il veut passer un petit peu de temps avec sa famille, bah, tu vois, il y a des sacrifices à faire. Et le sport, enfin, pour certains, c'est pas tout dans la vie, tu vois. Et on peut comprendre, il y a ton voisin qui est pas content là. Ouais, je sais pas. Euh, J'allais dire, c'est compliqué d'avoir tout entre guillemets tout ce qu'il faudrait faire.
Après, je ne suis pas convaincu non plus que ça fasse une différence énorme à court terme, mais clairement, à long terme, tu peux voir des lacunes qui s'installent. Et typiquement, si le gars il n'a pas le temps de faire je sais pas, son volume au bench, ou qu'il ne peut pas faire d'autres exercices accessoires, etc., c'est quelque chose qui, ouais, clairement, va avoir un impact par rapport à quelqu'un qui pourrait y dédier autant de temps qu'il veut, quoi. Je vais réactiver le son parce que cet enfoiré arrête pas de klaxonner. Bon, oui, du coup, par rapport à ça, il y avait aussi une histoire de différence d'assiduité et de priorité parce que, Hmm. bon, quand même, on voit des powerlifters de très haut niveau qui sont parents, qui ont un âge de Ouais, 2, bien qui sûr, sont ouais. très actifs, etc. Tout le monde dans le power ne travaille pas dans le power. Alors, on donne souvent l'exemple d'Atwood parce que c'est celui qui est le plus connu, mais je veux dire, il y en a des dizaines qui ont des Ouais, priorités qui sont autres que s'articuler autour du power. Et même quand c'est articulé autour du power, je veux dire, quand tu fais du coaching comme nous, ça prend du temps, même à notre échelle où on coach tant de personnes, mais on n'a pas non plus 90 personnes à s'occuper. Euh, Même ça impacte quand même et il faut pouvoir s'entraîner. Même si on est dans la sphère autour du power, bah, on ne s'entraîne pas le temps qu'on coach et tout. ah oui. Quand il y a une journée qui est longue et qui est prise, c'est compliqué aussi d'être aussi bon. Bon, après, voilà, c'est une question d'organisation. Je pense que ceux qui ont des Ouais. emplois où c'est des emplois du temps très carrés, très stricts, j'arrive au bureau à 9h, je finis, c'est 17h ou 18h. Clairement, pour eux, il y a vraiment une marge de manœuvre qui est vraiment faible, surtout quand ils sont une vie de famille. Juste là, je me dis, c'est vraiment très dur de s'organiser de manière efficiente Ouais, c'est ça. et profiter un peu, quoi, parce Et que... sachant que à notre âge, bon, quand tu as la vingtaine, etc., que tu n'as pas d'enfants à charge, que tu n'as pas de vie de famille, Eh oui. bon, bah clairement, ouais, tu travailles beaucoup, mais en fait, tu sais, t'as pas d'enfants que tu vois pas, en fait. Tu vois, t'as pas un fils que tu Hmm. vois pas. Alors que, bon, bah tu es dans un cas où en fait, tu as des choses sur lesquelles tu peux pas faire de croix. Je dirais que si t'as la vingtaine, bon, bah ok, tu fais la croix sur quelques sorties, tu vois pas tes amis peut-être pendant une petite période parce que bah, t'es sous l'eau. Mais bah, clairement, quand tu es une vie de famille, tu peux pas te permettre de ne pas voir tes enfants, en fait. Tu vois, là, Ouais. je pense que la question, elle se pose même pas, en fait. Le gars, il dit, bon, bah, j'ai moins de temps, ça va être le power, et il y a pas de débat, en fait. Hmm. Donc, et tu vois, c'est marrant parce que tu mentionnais Atwood. Atwood, je crois pas qu'il communique beaucoup à propos de ça, mais il a eu un enfant, je crois, il y a pas très longtemps. Hmm. Mais bon, il arrive toujours à s'entraîner, etc. Mais ça serait intéressant de savoir comment ça a pesé pour lui, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui, encore une fois, a un métier qui est assez prenant, il s'entraîne longtemps, etc. Tu vois, donc ça serait intéressant de savoir comment ce genre de personne, justement, arrive à choper l'équilibre. C'est comme quand on te dit Elon Musk, il travaille 23 heures par jour. Oui, mais Elon Musk, il voit ses enfants 1 heure par semaine, tu vois. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Ce serait intéressant de voir ça, d'avoir l'avis d'un powerlifter qui est quand même d'assez haut niveau et qui a quand même beaucoup de choses, une vie de famille classique en fait. Là, ça va peut-être paraître un petit peu risible aux gens qui ont la vingtaine ou même qui ont entre 18 et 25 ans, mais clairement, quand on coach et qu'on récupère des mecs qui ont 30-35 piges, les feedbacks, une fois sur deux, c'est autour de je devais voir ma femme, je devais donner à manger à mon gosse. C'est vraiment ça, tu vois. Il faut Euh, vraiment le prendre en compte quand ils font ça, tu vois. À petit niveau, tu as juste ceux qui travaillent longtemps et qui ont un boulot prenant dans leur vingtaine, mais eux, ils trouvent, comme tu dis, ils trouvent toujours de quoi s'organiser. Je veux dire, les 2-3 heures de temps libre, bah, souvent, ils vont les calquer sur le power, ils vont même pas réfléchir, tu vois, ils vont le faire de manière ouais, bien automatique. sûr. Mais quand on coach des mecs qui ont la trentaine, c'est dur. Moi, il y a des mecs, je sais, qui ont arrêté le power parce que voilà, c'était trop grosse charge mentale et physique qui les ont. Même l'organisation les aurait fait chier. Le niveau d'organisation que ça aurait demandé les aurait fait chier. Et ils étaient de niveau France et peut-être même un petit peu de niveau international. Il y avait quelque chose à faire, mais clairement, ils étaient trop sous l'eau et ils n'ont pas voulu faire la démarche en plus, ce qui est un choix, euh, pour arriver à plus haut niveau et pour passer le niveau du dessus, quoi. Un mec, je l'ai récupéré 3 mois avant les France. Je lui ai mis, il m'a dit, c'est peut-être mes 3 derniers mois de power, mets-moi la douille. Et il a pris 50 kilos partout, tu vois. Et d'un Ouais, coup, on est passé juste d'un petit niveau France à un niveau où il pouvait faire de l'inter et tout. Euh, mais malgré tout, après la France, où il avait fait un minima collectif ou un truc comme ça, ou Europe, je crois, je sais plus. Euh, Bah direct, il a dit non, je peux pas. Là, les 3 mois, j'ai rien dit, mais ils m'ont dégoûté de la vie. J'en pouvais plus et tout le monde me faisait la gueule chez moi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un ouais, c'est pas peu. quelque chose qui est viable sur le long terme. Non, c'est clairement pas viable, quoi.
Bon, au niveau un petit peu tout ce qui est logistique, on a fait un peu le tour. On va pas commencer à vous donner des tips. Levez-vous à 6 heures du matin, prenez une douche froide, buvez un café en criant. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, vraiment, on parle d'organisation Café en pure. crayon. Donc ça, c'est ce que je fais tous les matins. Alors, faut bien que... Non, tout ça, c'est vraiment de la logistique pure. Vous ne pouvez pas rallonger juste le temps dans la journée. Il y a des choses, vous ne pouvez pas faire de croix dessus. Donc, commencez pas à vous mettre en tête que tout est réalisable dans une journée. Et clairement, c'est clairement pas le cas. Il faut s'organiser à long terme et faire ce qui est possible de faire sans se cramer. Parce que si vous Ouais. commencez à implémenter une routine, parce que moi, j'ai souvent des mecs, je les récupère et c'est ouais, mais moi, 6 entraînements par semaine. Tu vois, est-ce que c'est pertinent de mettre 6 entraînements par semaine pour un mec qui a moins de 2 ans de power? Bon, la marge de gain, il faut bien la calculer par rapport à ce que vous allez perdre et ce que vous allez perdre en récupération et en tout ce que vous voulez. Parce que si c'est pour qu'un mois et demi après, vous me disiez c'est impossible, tu es en train de me tuer, etc., alors que c'est toi qui as demandé à avoir un volume 2, un truc 2, voilà, il faut aussi faire la part des choses à ce niveau-là. Et Alors, je pense aussi, ouais, je pense aussi que, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais. Tu disais que le power, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une grosse charge mentale et il y a beaucoup de gens tu vois, qui se dégoûtent en fait en préparant une ouais. compétition, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez propre au power, en tout cas des sports que j'ai pratiqués, je ne l'ai pas remarqué ailleurs, c'est que j'ai l'impression que les gens, en fait, dès qu'ils se mettent dans l'optique de faire des compétitions, c'est assez rare, tu vois, de voir des compétiteurs loisirs. Tu vois ce que je veux dire? De voir des gens qui, par exemple, arrivent à des compétitions régionales, etc., et se disent bon, bah là, je vais juste pour m'amuser, je ne vise pas particulièrement le haut niveau, etc. Alors que, je sais pas, tu vas dans n'importe quel club de judo, le gars, il dit bon, ouais, je vais faire une petite compétition régionale, je vais essayer de faire du mieux que je peux, mais le gars, sa vie ne tourne pas forcément autour du judo, alors que pour autant qu'il essaie de se préparer correctement. Tu vas me dire que c'est aussi lié à la marge entre le niveau amateur et le niveau, je dirais, France, qui Non, est assez proche, tu vois. c'est un sujet qui se complexifie, qui se densifie d'année en année, en fait, dans le power. Mais Ouais, comme on l'a dit dans l'intro, évidemment, la popularité, elle monte, le niveau d'engagement des mecs, qui monte, l'âge moyen descend aussi. Mais du coup, maintenant, il commence à y avoir ce creuset entre les mecs qui arrivent entre 30 et 35 piges, minimum, et même plus. Moi, je touche des masters, donc pareil, c'est les mêmes priorités. Et du coup, maintenant, il y a la marge qui se creuse. Ce n'est pas forcément totalement une marge de performance pure, mais c'est une marge de priorité et d'âge. Mais comme tu dis, oui, il y a aussi comment dire, les mecs peuvent devenir nationaux, même en junior, très très tôt. C'est-à-dire, au ouais, bout de 6 mois, il y a des mecs avec un bon background sportif ou de muscu. En 6 mois, ils peuvent arriver à très très haut niveau, même sur des trucs comme le bench only, etc. Tu as des phénomènes, ils arrivent. Il y a 3 mois et demi, ils n'avaient pas de power. ouais, Et là, ils commencent à dire à 5 kilos du record mondial. Donc, ces mecs-là, ouais, de facto, ils passent à sportif haut niveau, juste par leur niveau, hein, pas forcément même par leur ouais. engagement ou quoi, mais ils passent à sportif de haut niveau très très tôt. Et c'est ça qui fait la différence. Mais l'opposition pro-amateur, elle commence à se faire déjà en France, parce que en Europe, partout, et même en Grande-Bretagne, où il y a quand même un niveau 2, les minima ne sont pas aussi élevés que chez nous, je crois. Ça commence à se faire, mais nous, je crois qu'on a les minima, même la Suède, même la Russie, tout ça, on a les minima qui sont les plus hauts, tout simplement, sur toute l'Europe, parce qu'on a du monde dans toutes les catés. Je veux dire, par exemple, pour aller à Europe en 74 en Open, c'est 700 de total. Moi, avec 6,83 en junior, j'avais fait vice-champion d'Europe. Je pense Hmm. que 700 de total, c'est pas imposé en Belgique, c'est pas imposé en Suisse, c'est pas imposé en Italie. Je pense que c'est plus bas. Mais je pense que c'est Faudrait pas voir. le Après, cas. il y a des niveaux, enfin, il y a des pays comme la Grande-Bretagne, etc., qui ont aussi, tu vois, un niveau qui est exceptionnel, tu vois, clairement, même en Suède. Donc, Oui. honnêtement, je n'ai pas les minima en tête, donc je pourrais pas me prononcer sur le sujet. Mais oui, c'est clair que, de toute façon, moi, je le vois aussi avec Roman, qui lui tire en Belgique, et qui me dit à chaque fois, putain, c'est fou, le niveau qu'il y a en France, c'est une autre planète, tu vois. Ouais, mais parce que moi, j'ai croisé des mecs qui venaient de Belgique, d'ailleurs, aux Europes 74, là, junior. Hmm. Et clairement, moi, alors, je n'étais pas tendu parce que j'avais déjà fait de l'inter, du coup, je voyais à peu près ce qui allait se passer. Et en plus, l'entraînement s'était bien passé. Mais quand même, moi, j'arrive en compétition, je suis toujours en mode, je sais pas, c'est différent de l'entraînement, c'est toujours différent. Je suis pas plus stressé, mais en tout cas, la concentration et juste mon état mental et physique, il n'est pas du tout le même. Et du coup, quand tu croises des mecs qui arrivent et qui savent pertinemment qu'ils n'ont ils ont même pas fait les minima France et ils se retrouvent à Monde, et j'en ai croisé deux, trois, même des Espagnols aussi ils étaient en kiff, tu vois, ils étaient là, c'était la fête foraine pour eux. Euh, Et,
Et pourtant, et je veux dire, je pense que dans leur pays, ils doivent avoir au moins une reconnaissance. S'ils sont étudiants, ils ont forcément cette reconnaissance, mais ils ont un statut sportif au niveau, que ce soit universitaire, que ce soit même national, tu vois, je pense qu'ils ont cette reconnaissance-là. Et alors en France, on rigole souvent en disant que voilà, les mecs, ils peuvent devenir au niveau très vite, mais c'est quand même plus exigeant que dans d'autres pays. C'est juste le fait que nous, on a énormément d'adhérents. Il faut se rendre compte quand même, quand elle fait force, c'est pas évidemment, si tu compares à du judo, tu compares à du basket, du foot, évidemment, c'est risible. Mais je veux dire, pour un petit sport, il y a quand même un grand nombre d'adhérents. Il y a surtout une moyenne d'âge qui est très jeune. Et ça, c'est très encourageant, quoi. Ouais. Et je pense aussi que enfin, c'est complètement indissociable du fait que le power raw, surtout, est un sport très jeune, tu vois. Même le power équipé, Ouais. c'est pas, ça date pas d'hier. Enfin, non, le power équipé, pardon, c'est plus ancien, mais ça date, tu vois, ça a quand même pas un siècle d'existence comme d'autres sports, tu vois. C'est une formule qui. Alors, l'euro, ça existe depuis longtemps, entre guillemets. On parle de la formule actuelle avec vraiment quelque chose de très encadré. Et vraiment, c'est la scission. Nous, c'est un petit peu la scission FFHM et FF Force en 2015. Mais voilà, c'est une formule dans les règles qui a une dizaine d'années. Après, l'euro, il a toujours un peu existé. Ouais, C'était une mais, dérivation de l'équipé. ouais, mais le raw, si tu regardes les vraies grosses compétitions de raw, etc., dans Ah les ouais. années 90, ça n'existait pas, Ah hein. non. Non, non, ça Donc, n'existe pas. c'est aussi ça, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, ok, je pense à des athlètes comme Lia, etc. Bah, il y a des gens tu vois, avec lesquels tu peux travailler qui te disent, ouais, est-ce que tu penses que je peux la battre, etc. Bon, pourquoi pas? Faut bosser, mais tu vois, rien n'est inatteignable. Mais par contre, en judo, tu verrais difficilement un débutant arriver et te dire, Ouais. ouais, est-ce que tu penses que je peux exploser des trainers, tu vois? Pour avoir fait de la prépa physique un petit peu, des fois, tu entends des mecs comme ça qui sont un peu barjots, mais c'est des gamins, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que je comprends ce que vous Tu vois essayez ce que je veux ce que dire? vous essayez C'est de que dire. Ouais. les gens, ils se disent, bah, par exemple, tu vois, même Tiffany Chapon qui a fait des Worlds exceptionnels, tu vois, elle est arrivée à ce niveau-là assez vite, et du coup, ils se disent, ouais, bon, Ah ouais? bah, est-ce que je peux arriver à ce niveau-là vite aussi? Donc, Mhm. c'est aussi parce que, mais après, tu vois, si tu regardes, je sais pas, un profil comme Tiffany, justement, peut-être que dans 10 ans, elle sera à un niveau encore Ah plus ouais. incroyable. Et là, tu te diras, ouais, bon, là, c'est compliqué à rattraper, tu vois. Alors que actuellement, le niveau world, entre guillemets, est plus facilement atteignable. Mais si, Ouais. encore une fois, si tu parles des mondes de judo, bon, tu peux te mettre au judo si tu es un poids lourd. C'est pas demain que tu vas battre tes Non, Tyrrhéniens, tu vois. globalement, il y a des sports, tu t'y mets, là, on est en 2022, moi j'ai 22 ans. Je pense que 95% des sports, si je m'y mets maintenant, même avec une bonne prédisposition génétique, si Ouais, je m'y mets t'es maintenant, cuit. je ne pourrais rien faire de toute manière. Même Ouais, t'es aussi cuit. bon que je peux être, il faut avoir commencé à 14 piges, 13 piges, même plus tôt sur Hmm. certains sports. Il faut avoir un background de fou, tu vois. Il n'y a que les sports naissants. Regarde, par exemple, en MMA, on prend souvent l'exemple de Cyril Gane, c'est pas le seul. C'est un exemple quand même qui est vachement à part, hein, parce que voilà, le mec est un athlète de base. Mais tu as quand même des profils qui arrivent et qui commencent à 20, 25 ans la lutte, le BJJ, le Jiu-Jitsu. Juste Euh, brésilien. les mecs commencent à 20, 22 ans voilà, parce que le sport est un peu en vogue. Ils sont repérés. Bon, je dis pas qu'ils vont tous faire du MMA, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Ils en font, voilà, ils font du Bellator, ils font du Cage Warrior, ils font des trucs de fou, tu vois. C'est parce que c'est un sport jeune aussi. Ouais, c'est ça. Un sport jeune, encore une fois, dans la formule actuelle, voilà, dans l'organisation actuelle. C'est parce que l'UFC, ça existe depuis 20 piges, 25 piges. La force, dans le format actuel, il existe depuis longtemps. Mais la popularité, l'encadrement, c'est pour ça que je parle de formule complète. C'est le package complet. Il y a le package de popularité qui est en mainstream. Il y a le fait que ce soit organisé de manière très précise dans telle fédération. C'est pas obscur. Tu n'as pas besoin d'aller Ouais. dans une salle municipale. Enfin, si, en France, toujours un peu. Mais en tout cas, pour en voir, tu allumes ton téléphone. Il y a des gens, il y a des mecs que des fois je recrute en coaching ou même qui regardent mes vidéos, qui me font des retours. Je vais sur leur profil, il n'y a rien qui indique que c'est des mecs qui font même juste de la muscu depuis longtemps, tu vois. Ouais. C'est quand même un truc un petit peu fou, quoi. Ouais, alors que c'est marrant, tu vois, tu compares avec le MMA ou même l'UFC. Un athlète de l'UFC, enfin, forcément, comment je dirais que la fédération est assez jeune aussi, tu vois, par rapport à Ah d'autres ouais, sports plus traditionnels. Mais au vu de l'audience, etc., que ça brasse, tu as un nombre de personnes un que ça visier, ouais. intéresse qui est beaucoup plus important. Et donc, forcément, la sélection, elle se fait plus. Tu vois, elle est forcément plus rude. C'est la loi de l'offre et la demande. Alors qu'en Ouais. force, je crois qu'en France, il y a quelque chose comme 11 000 licenciés, un truc comme ça. Mhm. Bon, bah, ça reste, tu vois, c'est assez important, mais c'est pas comparable à plusieurs millions qui, qui veulent faire le sport, quoi. Ouais, mais il y a Forcément, un engouement.
Cela, on a fait j'ai lancé un long tunnel, mais je vais pouvoir rattraper ce que tu avais dit au début par rapport à la compète. Mais du coup, ces gens-là qui sont 11 000 machin, mais je sais pas qu'il y en a 11 000 déter, mais je sais pas, 5 000, quand ils y arrivent à la compète, comme tu dis, ils sont déter comme s'ils allaient choper un titre mondial en région, à Riance, alors que à la buvette, il y a du vin, un jambon beurre et on passe Michel Sardou. Tu vois. Mais les mecs arrivent, rien à foutre. Ils ont vraiment envie de performer comme si c'était la compétition de leur vie. Moi, c'était mon cas quand j'ai commencé aussi. Donc, ce n'est pas une question de Ah non, mais bien sûr. personne. Bien sûr. C'est une question de qu'est-ce que le sport transmet. Et du coup, par exemple, en judo, je crois qu'il y a 180 000 adhérents ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas 180 000 adhérents qui sont chauds pour devenir le prochain meilleur mec de leur catégorie. Tu vois. Il y a, comme tu dis, une énorme partie de gens, ils travaillent en loisir. Le basket, c'est pareil, le foot, c'est pareil. Tu as une énorme partie des gens qui travaillent en loisir et ils le savent, ils l'ont conscientisé. Et quand ils arrivent en compète, déjà, ils arrivent à faire la différence entre le pro et l'amateur, parce qu'il faut dire aussi que, par exemple, tu vas à une compétition régionale, tu peux très bien tirer sur le même plateau, pas forcément qu'un mec inter, parce qu'un mec inter, il n'a pas besoin de faire des plateaux régionaux, mais ça peut arriver. Par exemple, moi, regarde, là, je suis blessé, je fais pas championnat d'Europe de l'Est ou championnat d'Europe, j'aurais besoin forcément de faire des régions, des trucs comme ça, et peut-être je vais tirer, je sais pas, 650, 680, 700, et je vais tirer en même temps qu'un mec, tu sais, c'est sa première compétition, il va avoir 332 total. Tu vois, s'il faut, je vais être sur le même plateau que lui. On va le chercher les barres sur le même truc, moi. Donc, ça, c'est un truc qui est aussi une expérience qui tout de suite rend plus tangible l'objectif des mecs. Tu vois. Genre en Ile-de-France, en PACA, c'est vrai que le niveau n'est pas non plus folichon, même s'il y a du monde, mais genre en Ile-de-France, tous les ans, tu as des mecs qui sortent d'Île-de-France, c'est des monstres, et ils arrivent, ils font des plateaux nationaux, ils font même des fois des podiums et tout, et sur des KT qui sont relevés, hein, du 83, du 93, du 105. Je ne te parle pas d'une KT en 66 ou en 59 où à court terme, tu peux très vite jouer le minima et après galérer à progresser. Là, je parle d'une KT où même en ayant 700 de total, tu n'es pas qualifié, tu vois, ça peut arriver sur du 105, etc. Et pourtant, 700 de total, Dieu sait qu'en région, tu vois un mec qui tire 700 de total, tu regardes, tu vois, quand même, c'est intéressant. Et du coup, ça rend tous, et en plus, je suis un tunnel encore une fois, mais la catégorie Île-de-France, là, c'est ce qui est forcément la plus relevée de France, j'imagine. Il y a le plus de monde. Pour les mecs qui commencent la compète là-bas, je pense que quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas autre chose en tête que devenir juste le meilleur, peu importe même leur niveau. Ouais, bien sûr. Et même moi, clairement, j'ai des gars qui sont à 200 kilos des minima et qui ont quand même pris 100 kilos de total en 6 mois parce qu'ils ont une mentalité de barjo. Et c'est peut-être le mindset aussi qui va faire la différence. Après, ça, c'est un petit peu, je ne vais pas faire le vieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu le truc qui commence quand tu as 1 an, 2 ans de power et que clairement, tu as une marge qui est énorme de progression. Et du coup, tu te vois tout le temps progresser. La réalité, c'est que dès que tu arrives à un niveau qui est quand même conséquent par rapport à ton physique, donc ton poids, ta taille, etc., et juste par rapport au niveau mondial, clairement, c'est là que tu commences à travailler un peu dans les tranchées parce que quand tu n'as aucune autre concurrence que toi et globalement, tu es débutant et tu as une marge de progression de fou, globalement, tu t'amuses tout le temps. Et je veux dire, c'est facile d'être entraîné quand tu sais que tu peux prendre des vingtaines de kilos. Maintenant, quand tu arrives à un niveau 2 où tu sais que 20 kilos à rendre en compétition, ça va peut-être te prendre plusieurs années et à rentabiliser sur le temps long, ça va peut-être prendre 6, 7, 8 mois, mais même beaucoup plus, hein, parce que 20 kilos pour un mec qui est très haut niveau, c'est peut-être l'œuvre même d'une vie. Je veux dire, quand pour un mec qui a déjà 400 au terre, je prends vraiment le plus haut niveau. Quand il se dit je vais tirer 420, putain, est-ce que je vais le faire, tu vois, genre même, est-ce que je vais arriver à maintenir un bon niveau déjà juste pour continuer à tirer 400 sur 4-5 années qui vont venir, tu vois. Il y a ces questions-là qui se posent. Et c'est peut-être ça aussi la différence. Le mindset n'est pas du tout le même, je pense, entre un mec qui est de très haut niveau et un mec qui est de niveau flop. Même si on voit des mecs qui sont hypés en mode furieux à haut niveau, je pense que quand tu as un entraînement qui est très très prudent, très très long, tu ne veux pas non plus être à un niveau de hype qui consiste à crier, qui consiste à se hyper comme un débutant, il le ferait sur le top 7 de sa semaine, c'est le bout de sa vie, tu vois, pour lui. Après, je pense que ça vient aussi de la marge de progression que tu as. Donc, ce que tu as dit, c'est que tu es très excité, etc. Et je pense que la stagnation, elle est aussi intimement liée au fait que tu vois que les progrès ralentissent, etc. Et du coup, toi-même, tu es un peu, tu vois, t'es un peu moins hype, tu as du mal à te concentrer, etc. Donc, forcément, je dirais que le corps suit un peu le mental. Et je pense que pour le coup, c'est quelque chose dont on n'a pas énormément parlé ces dernières années dans le sport. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, surtout dans la force athlétique, en fait. C'est l'impact du mental sur les performances. Et ça peut être vraiment quelque chose de. Enfin, moi, j'ai vu des changements qui étaient vraiment considérables chez certains athlètes.
Et donc, quand je dis avoir un mental de fou, c'est pas crier comme un malade, etc. C'est plus, tu vois, des qualités de concentration, des qualités de C'est résilience, interne. etc. Que Ouais, ce c'est ça. soit, que ce soit externalisé ou non, c'est un niveau de focus d'enthousiasme interne en réalité. C'est ça. Après, ça peut se manifester par d'autres choses, mais je veux dire, en tout cas, c'est Et interne. je vois aussi une espèce ouais, je dirais de confiance, tu vois. Où, Ah bon, ouais. on parle beaucoup de ce truc-là, mais de gars qui potentiellement stagnent, mais qui sont convaincus qu'ils vont progresser, tu vois. Mm. Et ça, mine de rien, ça fait une différence immense Ça fait toute la différence. parce que C'est quelqu'un comme. qui Ouais, même aurait tous les leviers pour progresser, mais qui est persuadé que, ouais. tu vois, c'est, comment il s'appelle? C'est bon, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais tu sais, le gars de Calgary Barbell, là, le Canadien. Brice. Voilà. Brice. Et Brice, le bah, mec qui a il a, appris à tout le monde à faire du power, mais on ne sait pas prononcer son nom de famille. c'est ça. Et bah, ce gars-là, je me souviens qu'il avait fait une vidéo je dis il y a quelques temps, mais ça se trouve, c'était il y a 2 ans, tu vois, il y a 3 ans même, où il parlait de son bench. Il disait qu'il avait énormément stagné au bench parce que lui-même, il se voyait comme un poverty bencher, tu vois. Ah ouais, mais lui, ça a toujours Et, été le cas. Il se dépréciait tout le temps. Et même quand j'ai commencé le power et, que j'apprenais, je me faisais la réflexion. et il avait fait une vidéo, il disait, ouais, je me souviens que même quand j'arrivais au Worlds, etc., j'entendais les commentateurs qui disaient, ouais, il arrive au bench, c'est pas son point fort, etc. Et que lui-même, tu vois, ça l'avait bouclé, en fait. Tu vois, ça l'avait mis Mmh. dans une espèce de cercle vicieux comme ça où il se dit qu'il ne va pas progresser. Et moi, je pourrais prendre encore une fois plein d'exemples de gars qui n'étaient pas forcément faits pour un mouvement et qui juste peut-être en avaient pas conscience ou se disaient, bon, bah, de toute façon, je peux juste faire mieux et qui ont progressé de fou sur le développé couché à partir du moment où ils ont un peu changé de mindset. Et là, pour le coup, je pourrais même donner mon exemple personnel où, bon, tu vois, typiquement, j'ai les bras assez longs, j'ai une cage très fine. Et je me disais, bon, le bench, c'est pas pour moi, tu vois. À 100 kilos, je me souviens que j'avais commencé le power, j'avais 8 reps à 50 par main aux haltères, tu vois, c'était mon point de référence. Et quand j'ai voulu faire un max au développé couché, je me suis écrasé à 105, tu vois. Donc, Ouais, je vois bien. forcément, c'était pas la même amplitude, etc. Parce que, bon, avec des haltères, quand tu commences à avoir des haltères un peu épais, tu as le truc qui te tape dessus. Donc, forcément, tu as moins d'amplitude, c'est plus comparable à une Non, cale. mais l'excentrique est même pas la Mais, même. Je veux dire, ça n'a rien ouais, à c'est voir. ça. Mais je me disais, purée, c'est quoi ce bordel, tu vois? Et j'étais persuadé que le bench, ça serait jamais fait pour moi. Et en fait, il y a un moment où, tu vois, au début, je progressais pas très vite. En fait, je suis passé de 100 à 120, j'ai mis quoi? J'ai mis 1 an et demi peut-être. Ensuite, de 120 à 140, c'est pareil, c'était long. Je me souviens, bon, les Nantais qui s'entraînent avec moi se souviendront, mais il y avait une période où vraiment j'arrivais à la dure entière, tu vois, la salle municipale où je m'entraînais. Et, j'arrivais tous les samedis pour louper mon single à 140, tu vois. Et toutes les semaines, je loupais. Et je me disais, purée, quand est-ce qu'il va tomber en fait? Et il Ah y a un ouais, moment ouais. où, je sais pas, le shift a changé, tu vois, peut-être je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai passé 140 et tout. J'ai passé la barrière des 3 plaques, c'est bon, je suis plus un peu verti-bencher. Et à partir de là, bon, après, évidemment, il y a eu ma prise de poids qui a aidé, le fait qu'en programmation, on a progressé, on a vu ce qui fonctionnait, etc. Mais je suis Ouais, arrivé mais sur c'est une lié, forme c'est où... lié, c'est lié. Ouais, c'est C'est ça, bien lié. Le sûr. niveau d'engagement, il monte de tous les côtés. C'est ce qui se passe en fait avec les mecs qui arrivent en compétition, la première compétition. Moi, j'ai des mecs que je commence à travailler, eux, par exemple, dans l'été. Leur première compétition, c'est en décembre, c'est en novembre, etc. Il y a 5 6 mois qui se passent où tu sais, les mecs ne sont pas forcément sûrs d'eux, ils ne savent pas où est-ce qu'ils mettent les pieds, ce qui est normal. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, remarque. Tu me diras, c'est la même chose qui m'est arrivé. Tu ne sais pas où tu mets les pieds, tu fais une compète, ça se passe bien. Tu fais un PR, par exemple, tu as des mecs qui ont des blocages sur des mouvements, comme tu dis. Tu sais, des mecs qui disaient ils benchent 150 et ils pensent qu'au terre, ils ne peuvent pas faire plus de 170, tu vois. Je veux dire, à moins que le mec, sa morphologie, ce soit Tu ça, penses à ça n'a quelqu'un en particulier? aucun sens. Non, mais j'en ai plein. Mais tous les Hmm. débutants, tous les débutants, comme tu dis, ils pensent qu'ils ont un mouvement, ils sont super forts, un mouvement, ils sont super nuls, et genre, ils passeront jamais 200 au terre, tu vois. Mais même des filles de 47 kilos, dans un an, elles passeront tous, à niveau international, elles passeront tous 200 au terre, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu me Ouais, racontes? peut-être Tu, pas pour tout de suite mais non, encore, mais oui, je suis d'accord. Ouais. tu es un homme de 83 kilos, je sais pas, 1m80, peu importe, c'est-à-dire que tu vas tirer 200 kilos, c'est même en 6 mois d'entraînement, peu importe, même si on fait un terre par semaine, tu vas le faire, tu vois. Donc, c'est ça. Et ces mecs-là, dès qu'ils arrivent en compète, je prends l'exemple du terre, parce que c'est vrai que le terre, c'est compliqué pour un débutant des fois, parce que à moins qu'il soit très longiligne, voilà, là, il va se voir comme bon, donc du coup, voilà. Mais pour la plupart des gens, c'est compliqué des fois le terre. Il y a aussi le bench aussi qui est compliqué, parce qu'il y a la gestion de l'excentrique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de moment où Hmm. tu accumules de l'énergie. Ça, pour beaucoup de gens, c'est très compliqué. Il y a d'autres choses où il y a des gens qui sont
pas bien coordonné. Et le problème, ça va être le bench parce qu'il y a une pause à gérer. Il y a le cul, il ne faut pas le lever. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut être très stable, très fixe. Et tu as des gens qui ont une coordination à chier parce que souvent, ça, c'est les profils qui faisaient pas beaucoup de sport avant ou Ouais, des gros hyperactifs, tu vois, voilà, ils pensent qu'il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Euh, Ces mecs-là, dès qu'ils vont faire une compète, ça va bien se passer, ou en tout cas, ils vont voir ce que c'est. Juste, c'est le fait de le faire, tu vois. Ça, je conseille à tout le monde. Même des fois, des mecs qui ont que 2 mois de power, le tout, c'est qu'ils ont juste de quoi avoir une technique bien résiliente pour pas se dégoûter, ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, c'est le minimum, tu vois. C'est le minimum, c'est d'être sûr que sa technique est pas sans compète pour pas se dégoûter. Et après, même, tu as des mecs qui font des 3 sur 9 et ils sont quand même contents à la fin de la compète, tu vois, parce qu'ils ont vu le truc. Ils ont vu le truc. Moi, par exemple, j'avais fait monde, j'avais chié mon terre parce que j'étais blessé. Euh, les 1-2 jours qui ont suivi, j'étais quand même content, tu vois. J'avais pas fait la compète de Ok. ma vie, j'ai fait cinquième. J'étais satisfait de mon squat, de mon bench, mais le terre évidemment, j'étais fracassé. J'étais quand même content pendant 2 jours juste pour l'expérience, tu vois. Après, j'avais envie de me pendre. Mais ça, c'est autre chose. Mais sur le moment, tu vois, j'étais tellement bien par rapport à ce que j'avais fait, malgré les blessures, malgré la fatigue qui était immense à ce moment-là, et malgré le fait que je sache ce que c'est que faire des compètes, j'en avais fait 7 ou 8 avant, tu vois. Euh, j'ai fait une nouvelle expérience, ça relance une dynamique. Au moins, ça me permet de passer un niveau dessus. Et les mecs, quand ils font leur première compète, encore plus quand ils sont coachés, parce que du coup, ils prennent confiance. D'un coup, ils se disent, OK, Ouais, bien je sais sûr. où je vais. Parce que tu peux mettre toutes les datas à disposition aux mecs, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux sur la prog. Tant qu'ils n'ont pas fait la compète, tant qu'ils n'ont pas senti le truc en termes d'expérience de le vivre, c'est des mots, tu vois, ça ne se Ouais. matérialise pas. Je veux dire, pour un débutant, moi, tu m'aurais expliqué, moi, je m'aurais en tant que coach maintenant, quand j'ai commencé, vas-y, ferme ta gueule, tu me parles de. Arrête de me parler de KPRPE ou je sais pas quoi, donne-moi la prog, je fais la prog et puis c'est Ouais, tout. Et c'est ça. puis je vais off prog une fois sur deux et voilà, ça c'était moi quand j'ai commencé, tu vois. J'aurais été le pire client quand j'ai commencé. C'est pour ça que j'étais pas coaché. Mais dès qu'il y a ce cap de la compète ou peut-être d'une charge en tête qui passe, après il y a un gros déblocage. Moi, ça s'est passé, je finis sur ça, ça s'est passé après mes championnats de France 66. J'avais fait troisième comme ça devait même pas arriver. J'ai fait troisième, j'étais aux anges. Bien sûr. Derrière le mois que j'ai fait, parce que j'avais 5 mois de powerlifting. J'étais vraiment, Hmm. j'y suis arrivé en tongs. J'avais une ceinture au bench, j'avais pas de ceinture au squat. J'en étais là. Bon, bref. Et du coup, je fais ça. Et derrière, j'avais eu un petit accro au bench, on n'avait pas donné carrément le poids au bon moment. J'avais eu que 2,5 de plus, même foutu le seum. Tu vois. Et du coup, le mois après des France, où j'avais fait quand même une prépa qui était dure pour l'époque, le mois après des France, pendant 25 jours, j'ai benché tous les jours. Je rigole pas, j'ai benché tous les jours. Et tout le monde se foutait de ma gueule en story. 14e jour de bench, on aurait dit, tu sais, que je. Mais la vérité, c'est que j'étais passé de 120 à 137,5 en max. Après, je me suis blessé. Mais j'ai pris 17 qui, bah ouais, qui fait 25 kilos de bench défilé. Au bout d'un moment, tu vas avoir une tendinite. Tu vois, je n'étais même pas blessé, c'était tendinite. Mais en termes de max de ce que j'arrive à faire l'entraînement versus à la fin des 3 mois, toujours à l'entraînement, du mois et demi, je sais pas, j'ai pris 17,5 kg pur sur les barres. Tu vois. Et j'étais pas drivé parce que j'adorais faire du bench. C'était l'enfer. Imagine, tu benches tous les jours et des fois, tu tentes des singles tous les 2 jours. Tu vois, franchement, physiquement, c'est l'enfer. Sur la séance, les muscles, il n'y a rien qui sent bon. Tu vois. Mais par Hmm. contre, le niveau de matrixage que j'avais dans ma tête me poussait à aller à repousser mes limites. Et ça, tu le vois avec tous les débutants qui passent une prog où ils n'ont pas forcément toujours confiance à un truc où ils te donneraient tout pour que tu leur fasses continuer sur cette prog. Quoi. Après, je pense que, comme tu le dis, il y a aussi un gros déblocage qui peut se faire lors d'une compétition parce qu'il faut le dire, la plupart des athlètes en force s'entraînent dans des salles commerciales sans forcément avoir une Voilà. licence FF Force, etc. Tu vois, ils sont dans leur basic fit avec leur bas. Il y a certainement tout le monde qui les regarde bizarrement parce qu'ils sont en singlet et qu'en fait, Ah ouais, normalement, tu t'entraînes pas en full fit, tu vois. ça c'est sûr. Et en fait, bon, je pense que c'est de moins en moins le cas. Surtout, enfin, je trouve qu'au fur et à mesure des années, on le voit vraiment. Je suis pas extrêmement ancien dans la FF Force, etc. Mais tu vois, je me rends compte que déjà, par rapport à il y a 2 ans, c'est vraiment plus la même, tu vois. Tu rentres dans un Basic Fit à une heure de pointe, tu vas quand même voir des gens avec des Ouais. ceintures SBD, etc. Avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Et je trouve que pour le coup, à cette période-là, à laquelle bah, tu étais le seul à faire ton sport dans une tenue où les gens ils Ouais, te prennent en ouais, photo, ouais. tu vois. Et en fait, tu Ah, j'ai arrives en des anecdotes sur ça, compétition, mon pote. t'es arrivé en compétition, t'avais 50 autres Mongols qui étaient comme toi, tu vois, tout le monde te criait dessus.
et tout le monde te motivait à faire le truc le plus débile que tu faisais de ta vie, tu vois. Alors que dans la salle de sport, tout le monde se dit, mais qui est-ce qui fait? Pourquoi est-ce qu'il met la barre là? Pourquoi est-ce qu'il tire le dos rond? Ah non, Pourquoi mais est-ce c'est que... vraiment, une déconnexion avec la salle de sport, tu vois. Tout le monde est en antagonisme contre toi, tu sais même pas pourquoi, tu vois. Les grands-mères qui font du cardio, le mec qui fait de la muscu, les meufs qui viennent faire les fessiers, tu vois. Tout le monde te regarde trop mal, tu as l'impression Ouais, c'est d'avoir ça. fait un truc mal. Mais attends, mais moi, je vais te raconter la première fois que j'ai mis un singlet, parce que moi, j'avais acheté un singlet Adidas fuchsia. Fuchsia, hein. Enfin, fuchsia, non, c'est violet, je sais pas quoi. Un truc. Pourquoi faire? Tu Bah, parce cherchais que aussi. j'ai tapé singlet Adidas. Bon, on m'a dit prends Adidas. Tu vois, j'étais dans une salle. Ouais, C'était ok. l'ancien temps. Tu vois. Ils m'ont dit va sur Paini. Moi, je sais pas. J'ai tapé Adidas. Je me suis dit Adidas, ça doit être vachement stylé. Tu vois, j'ai vu des altéros avec les trucs Adidas. Je me suis dit c'est stylé. Bon, rien du tout. La première fois que j'ai mis mon singlet, c'était mon dernier entraînement avant la compétition un peu intense. Je ne l'ai pas mis dans une salle commerciale. Je l'ai mis dans une salle municipale où il y avait un peu de power. Tu vois. Mon pote, quand j'ai infilé ça, et puis, après, c'était une salle où les gens se parlaient, donc ils se foutaient de ma gueule ouvertement. Déjà, c'était mieux. Parce que c'est mieux que les gens se foutent de ta gueule ouvertement en te charriant, plutôt que de te regarder comme si t'étais, comme s'ils allaient te grailler, tu vois. Donc, je me suis senti comme la dernière des putes en ça, mais ça me faisait quand même rire. Et je suis arrivé à la compète. Déjà, personne n'a rien dit sur mon single fuchsia. Alors, c'était la norme, parce que bon, quand même, hein, déjà en 2018, c'était pas pareil déjà qu'en 2022, ni en 2021, ni en 2020, Ouais. tu vois. Il y a des mecs qui commencent, ils ont des trucs Titan carrément. Moi, Titan, je savais pas ce que c'était, tu vois. Hmm. Là, faut le prendre sur eBay en ce moment, Titan, tu vois, pour en choper. Ouais, Donc, c'est vrai, il y en a plus. j'étais pas à ce niveau-là, tu vois. Pas en décathlon, j'étais niveau du dessus de décathlon. J'étais sur du Adidas partout, tu vois. Et Warrior Gear. Et personne s'est foutu de ma gueule. Et quand tout le monde a vu que j'avais un niveau à peu près France pour ma première compétition, en 66 junior, hein, ça correspond, je sais pas, à 430 peut-être de total, un truc comme ça, c'est rien, hein. Mais quand des gens, ils ont vu un mec de 18 ans tirer 180 au terre, euh, alors, niveau régional, c'était la folie, tu vois. Et alors, heureusement que je ne suis pas le dernier des abrutis, parce qu'il y en a plein des abrutis qui partent en couille très vite, mais je me suis quand même vu directement à niveau national. C'est-à-dire que dans ma tête, je n'ai pas réfléchi 2 secondes à ce que la prochaine compète, j'allais être national ou pas national. Ça allait se faire et c'était sûr, quoi. Donc je ne sais plus où ce que je voulais en venir avec cette anecdote, juste je portais du fuchsia, mais clairement, dès que tu arrives à la compète, tu n'es plus dans le même environnement, et quand tu reviens dans ta salle d'entraînement, peu importe laquelle, si elle n'est pas aussi bien équipée qu'en compète, clairement, tu commences à. T'as le seum, tu vois. T'es pas très content et t'as envie de passer au niveau du dessus, au niveau Ouais, du c'est dessus, au niveau ça. du dessus. Et pour le coup, je pense que quand tu fais ta première compète, tu vois, que tu termines, bon, quel que soit le résultat, tu vois, ça peut bien se passer comme toi, où tu arrives à choper un minima, une qualif, ou alors au contraire, ça se passe pas bien, mais tu arrives toujours dans ta salle où, tu vois, tu te dis, OK, maintenant, j'ai une mission, tu vois. Oui, oui. Et tu te dis, Non, OK, mais maintenant c'est concret, maintenant, la prochaine fois, je veux revenir là-bas et tout casser, tu vois. exactement. Peu importe l'expérience que tu as, ça te donne des dynamiques et des enjeux. Et aussi, petite dédicace à ceux qui s'entraînent sur du matériel vraiment claqué. Basic Fit, encore à la limite, s'il y a des Basic Fit où ça va. Il y a des problèmes avec des barres, des fois des barres qui sont à 31 mm. Je l'ai vu beaucoup de fois dans certaines Hmm. salles un peu indépendantes où ils prennent n'importe quoi comme barre. Et tu as des mecs qui se retrouvent avec des anneaux d'altéro, donc ils ne le savent même pas. Tu vois, ils prennent des benches, Ah, bah, vas-y, c'est c'est ça, genre hein. 6 cm plus loin. Oui, oui, des barres de 31 mm au lieu de 28 ou 27 même. Je veux Hmm. dire, c'est l'enfer, tu vois, s'entraîner sur ça, clairement. Là, et même des poids qui sont pas à la bonne hauteur, pas au bon diamètre, tu le sais pas non plus, tu t'entraînes Ouais, plus bas, bien tu es en sûr. déficit. Imagine, tu t'entraînes en déficit sur une barre de 31 mm sans pouvoir mettre de magnésie. Non, mais je veux dire, tu fais pas le même sport, on est d'accord. Moi, quand je Ouais, m'entraîne maintenant, c'est clairement pas le même sport, tu vois. Je tirerais 25 kilos ou 30 kilos en dessous, je pense. Je pense que je perds le grip, tu vois, à 2,40 sur des conneries comme ça, tu vois. Et ben, c'est une fois que tu as compris ce que c'était le matos, tu t'as juste pour arriver à recréer ces conditions-là, à reproduire les contraintes. C'est-à-dire, typiquement, sur un dérac, quand tu sais qu'il faut être super stable au dérac, faire ses 2 pas et pas perdre l'équilibre comme à la salle où vu que tu as l'habitude, tu t'en bats les couilles de taper le rack et tout, bah non, là, tu essayes de te replacer bien, tu fais attention aux réglages que tu fais au bench, au squat, au niveau des hauteurs, tu fais gaffe à tout ça, tu fais gaffe évidemment aux standards de compétition, ça, aussi ça joue, mais tu sais, tu domines ton matériel. Tout de suite, tu as une approche où tu vas essayer de dominer ton matériel, tu fais attention à ton matériel, tu fais attention à comment tu le gères. Ça, c'est un truc qui fait aussi beaucoup de différence pour un débutant parce il s'agit d'être à l'aise à l'entraînement, il s'agit de créer de la confiance dans tous les domaines que tu peux en réalité, et que ce soit sur ton matériel, sur ton approche et tout, quoi. Et moi, j'ai tout des gars qui s'entraînent dans la même salle, qui est une salle qui est un sous-basic fit. C'est un mélange entre un keep cool et un basic fit où il y a 25 personnes autour. Moi, jamais de la vie, je m'entraîne dans ces conditions-là. Mais malgré tout, avec leurs objectifs, fait qu'ils ont un niveau 2, eh ben, ils continuent là-dedans et puis ils continuent à performer, tu vois. ouais.
Et je pense qu'il y a quelque chose aussi dont tu n'as pas forcément parlé, mais qui est sous-jacent à tout ce qui est environnement, etc. C'est que quand tu vas aller déjà à ta première compétition, en fait, tu vas être dans une salle de force. Ça, déjà, c'est bête, mais en fait, tu vas parfois découvrir l'existence de la salle de force à côté de chez toi, tu vois. Donc ça Ouais. c'est déjà un truc. Et tu vas aussi rencontrer des gens. Bon, la plupart des gens en force sont très sympas. Enfin, de toute façon, tu fais le même sport qu'eux, etc. Donc, bon, c'est bonne ambiance, tu Ouais, vois. Il Tout y a, le il y monde a est une cool. grosse bienveillance, il y a vraiment une grosse bienveillance envers les Ouais, débutants. c'est ça. Je pense que c'est vrai partout. En tout cas, moi, toutes les compétitions où je suis allé, il y avait une énorme bienveillance pour les débutants, même beaucoup plus que pour un mec qui aurait un bon niveau, tu vois. On est beaucoup plus Mm. exigeant avec lui. Ouais, vas-y. Et du coup, bah, juste le fait de se dire, OK, bon, maintenant, je peux avoir, par exemple, un partenaire d'entraînement ou je peux aller m'entraîner dans une salle avec un environnement qui est plus propice à ma pratique, etc. Tu vois, tu changes de dimension, quoi. C'est pas pareil, encore une fois, quand tu as connu le Basic Fit, le Keep Cool ou je sais pas quoi, et que tu te retrouves à lifter sur du Eleco avec une barre calibrée et des gens qui te crient dessus à chaque training, tu vois, qui te disent, Ouais, ouais. tu vois, qui t'encouragent à faire mieux, qui veulent aussi que tu reviennes à la compétition et que tu fasses un truc de fou, en fait. Ouais. Moi, c'est pour ça, là, tous les gars qui sont dans ma région, je les ai emmenés faire un mock meet, je les ai emmenés à la FA5 au Ouais, Volin. ouais, Parce c'est que ça. c'est un équipement de classe mondiale, parce que c'est le Ouais, la seul salle, elle a l'air utilisé au super, monde, hein. tout simplement. Mm. Mais je veux dire, l'équipement pur, c'est classe mondiale, que ce soit sur les barres, que ce soit sur le banc. Je veux dire, c'est du Eleco dernière génération. Juste pour ça, parce que si tu fais un mock meet, faire un mock meet dans un fitness park et tout, bah juste tu vas tester un RM, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Moi, les mecs, dès qu'ils ont des mock meet ou des tests un petit peu SBD un peu intéressants, je fais tout pour les forcer à se rendre dans une salle de power, même si c'est à 50 km de chez eux. S'ils peuvent le faire, j'essaie de les forcer à le faire, tu vois, parce que c'est clairement une démarche que je sais que c'est pas simplement pour la séance du jour, c'est pour toute la dynamique qui va suivre après, tu vois. Et moi, je sais que quand il y a un mec, je le récupère, il vient 100% d'une salle commerciale et il veut tout faire en salle commerciale et même il veut pas trop faire de compétition, je sais il va y avoir une date de péremption à sa motivation. Qu'il le veuille ou non, va y avoir un moment où peut-être il a vu un mec faire du power dans sa salle, il s'est mis au power, et puis demain il va voir un mec qui va faire du cross, il va se mettre au cross. Tu vois. Il faut Mm. créer, moi j'aime bien faire créer un peu de passion au mec parce que clairement en power, là, comme on dit depuis je sais pas, 20 minutes au moins, la passion, l'enthousiasme, c'est ce qui fait vraiment la différence pour un débutant en power. Vraiment, ça fait toute la différence parce que tout suit derrière. Le physique et l'entraînement, on se met des plus grosses douilles avec le sourire. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout, je pense aussi, un formidable outil de développement personnel, tu vois. C'est pas un truc qu'on a Ouais. particulièrement abordé ou quoi, mais on a vu des gens qui, en prenant confiance dans leur pratique, etc., sont complètement transformés, tu vois. Ils ont commencé à voir que ce qu'ils mettaient en place, ça avait un impact sur leur vie, que, Ouais. ouais, ils trouvaient tout simplement un sens à leur vie, parce qu'il y a aussi beaucoup de gars de notre âge qui sont un peu perdus, tu vois, qui savent pas trop ce qu'ils veulent Ouais, faire, machin. c'est Et propre à le notre âge, fait, hein, c'est sûr. ouais, c'est ça. Et ouais, je pense à la période à laquelle on vit aussi, tu vois, qui est un peu Ouais, particulière, mais ouais, c'est sûr. je pense que le fait ouais, de réussir à trouver un truc qui te drive, de dire, OK, chaque jour, je me lève pour m'améliorer, etc., je fais un truc, de voir des gens qui sont dans le même délire que toi, de voir qu'il y a des perspectives d'évolution, etc., c'est la folie. Si tu commences à prendre Ouais, il y a confiance en tout. toi, tu arrives à te définir un peu par autre chose que, je sais pas, je reste chez moi ou je fais pas grand-chose, tu vois. Je suis en licence de psychologie. Arrête, tu vas vexer Roman. Non, Tu mais vas tu vois, vexer. ça évite, ça donne une perspective en plus. En fait, c'est tout un environnement qui est super parce que c'est du sport. Tu peux arriver à un niveau compétitif. Il y a une culture aussi. Il y a une culture autour de sport, c'est-à-dire que tu sors de ce sport. Et il y a des mecs, ils sont un peu trop loin d'ailleurs. Ils vivent 100% dans le monde de force athlétique. Il y a des dérives à ça. Mais je veux dire, quand tu commences, il y a un moment, c'est un moment golden, c'est doré, c'est le moment où tu progresses, où tu prends sens. C'est comme, mais je veux dire, on parle du power, mais je veux dire, tu peux faire ça dans ton travail aussi. Quand tu Ouais, bien travailles sûr. et que tu fais des études, ça te fait chier et qu'au bout d'un moment, tu vois le bout, tu commences à travailler et là, tu commences à kiffer. C'est le même truc en fait. Tu vois un environnement, tu vois des collègues, tu vois des gens, tu sais que tu vas évoluer, tu as l'impression que tu vas évoluer à l'infini. Euh, Clairement, ça donne un cadre. Et pour beaucoup de gens, ouais, moi, j'avais commencé en plus tôt. Moi, j'ai commencé quand je suis rentré à la fac, en fait. Donc, quand je suis rentré à la fac, je rentrais en fac de sport. Je savais ce que je voulais faire en fac de sport. Tu vois, je faisais beaucoup de muscu, beaucoup de sport de manière générale. Euh, donc, je savais un peu ce que je voulais faire. Mais clairement, je ne sais pas ce que ça aurait donné, moi, mes années fac, si j'avais dit. Au début, on voulait me mettre en bench only, tu vois. Moi, j'ai dit non. Mais je veux dire, si j'avais été un peu faible, j'aurais dit OK, machin. S'il faut, j'aurais passé une année, je me serais fait chier, tu vois, j'aurais eu le seum de voir tous ces gens-là. J'aurais pas pu commencer du tout, en fait. Parce qu'après, il y a eu pandémie. J'ai Ouais, fait bien sûr. 2018-2019 et 2019-2020.
il y a eu région, et après, il y a eu rien, il y a eu pandémie, donc je n'aurais pas pu faire de compète nationale de power, tu vois. Ça aurait été quand même, ça aurait tout changé à ma vie, en fait. Donc, vraiment, pour le coup, j'abuse pas, je pense que ma vie aurait été très, très différente si je n'avais pas commencé le power sur cette année-là, 2018-2019. Mon projet pro autour de la fac, il s'est articulé autour du power. Là, maintenant, ma vie pro, elle s'articule autour. Je veux dire, on se moque un petit peu gentiment des fois des mecs qui vont trop loin et qui se mettent trop, trop vite, trop dans le power et qui en font un truc, un mantra, parce que forcément, ils n'ont pas forcément d'autres exemples ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, moi, ma vie, elle s'articule autour du power et c'est parce qu'il y a eu cette espèce d'engouement, d'enthousiasme dès le début qui m'a amené, quoi. Je voulais dire un truc par rapport à ça, d'ailleurs, aussi. Je voulais dire un truc par rapport au fait que, oui, ça a amélioré leur quotidien de manière générale. Je sais plus le truc exact, mais oui, en réalité, tout prend plus de sens. Et quand je récupère des gars, c'est aussi pour ça que je les emmène en compète, c'est ça que je veux dire. C'est aussi pour ça que je les emmène en compète, etc. C'est qu'il y a des mecs, vraiment, ils se transforment du tout au tout. C'est des mecs, les 6 premiers mois de collaboration, t'es pas forcément ultra satisfait parce que tu essayes de leur parler, parce que de passionné à passionné, tu vois. Ils n'ont pas encore la passion, ils n'ont pas encore le truc. Et du coup, les mots, tu as du mal à ce qui résonne en eux, tu vois. Donc, tu essayes de trouver d'autres leviers, tu essayes de faire plus simple aussi des fois, de communiquer plus simplement, parce que c'est ce qu'il faut faire, et d'aller un petit peu à l'essentiel, plus d'essayer de rentrer le truc dans leur vie privée, d'essayer qu'il y ait une synergie entre les deux. Et par contre, maintenant, dès que tu arrives à ta première compète, les mecs, ils ont tout capté, tout résonne un petit peu mieux dans leur tête, et d'un coup, limite, faut les rattraper, il faut les refaire revenir un petit peu à la réalité, quoi. Après, là, on parle des amateurs, mais par contre, est-ce que chez les pros, on a ce même genre de motivation? C'est Je ça le pense que truc. je pense que chez les pros, forcément, la dimension de devenir meilleur, enfin, que ce soit devenir meilleur que les autres ou absolument atteindre son plein potentiel, tu vas devenir la meilleure version que tu puisses être. Je pense que cette volonté, elle est toujours là. Parce que sinon, c'est impossible de continuer à faire ce Je qu'il pense faut qu'elle pour. shift. Je pense Ah qu'elle ouais, tu shift. penses? Je prends mon cas parce que c'est celui que je connais le mieux pour le coup. Mais moi, au début, j'en avais vraiment rien à foutre des autres, dans le sens, je ne voulais pas devenir meilleur qu'un tel, ça ne me parlait pas, ça ne résonnait pas en moi, tu vois. Et là, arriver à un niveau compétitif, c'est-à-dire, je ne pense pas à mes adversaires de manière personnifiée, parce que globalement, moi, j'ai une habitude, c'est que je sais pas pourquoi, mais instinctivement, je ne suis pas les gens contre qui je vais faire compète. Je ne les suis pas, j'ai pas envie de voir ce qu'ils font, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je l'ai même pas conscientisé, mais je ne l'ai jamais fait, tu vois. Euh, donc, je ne pense pas à eux personnellement, mais l'idée, je me dis, je veux faire le travail que les autres ne font pas, si on prend une phrase un peu caricaturale, mais c'est un peu ça. Et je veux surtout devenir meilleur que la concurrence. Évidemment, ça implique de devenir meilleur que je le suis déjà. Et du coup, ça Ouais, implique bien le truc, sûr. tu vois. Mais juste me dire, allez, super, j'ai fait 200 la semaine dernière, là, je vais faire 210, c'est bien pour moi, tu vois. Non, ça me suffit pas pour me sentir bien. Je veux me dire, ça va me servir à être premier, quoi, à être premier, à devenir vraiment meilleur. Alors que quand je commençais, évidemment, je pensais à ça, c'était un truc un peu lointain. Premier de quoi? J'ai jamais fait de plateau France, j'ai jamais fait de plateau inter. Ça, c'est Ouais, pas matérialisé. Par contre, je sais que juste le fait d'être juste meilleur que la semaine dernière, juste de rajouter 5 kilos sur mon terre que la semaine dernière, c'est un truc, c'est le bout de ma vie, tu vois. Il y a un truc aussi court terme, long terme où tu matérialises les choses et du coup, tu chiffres forcément, tu veux devenir meilleur que les autres. Et là, j'ai vu ça avec les derniers Worlds. À un moment, pendant le Covid, il y avait beaucoup de mecs qui se trash talkaient entre eux. Tu sentais vraiment que ouais. la compétition, ça manquait. Et vu qu'Instagram, c'est ultra biaisé, il y a plein de carrières qui se sont faites sur Instagram d'ailleurs pendant le Covid. Hein. Il y a des mecs qui n'ont jamais encore fait de compète depuis le Covid, mais c'est des célébrités parce qu'ils ont tiré tant avec des straps et des conneries, tu vois. Et ça, du coup, ça mettait beaucoup d'animosité parce que tu avais des mecs qui tiraient des trucs de fou, mais dans leur garage, tu vois. Et tu avais des concurrents qui étaient, je sais pas, même des fois pas dans le même pays, mais qui, tu vois, c'est chiant. Tu te dis, OK, il y a ça, on va se voir à la compète et il y aura la vérité, tu vois. Et pendant 2 ans, il n'y a pas eu ça. Et du coup, il y a eu Ouais. des animosités. En plus, le fait que les gens ne se voient pas, il y a forcément de l'animosité, tu vois. Tu ne vois que par un prisme Instagram voilà, en plus, pendant la pandémie, je pense que les gens étaient beaucoup plus sur les réseaux en plus. Donc, clairement, il y avait des moments où ça devenait malsain. Il y avait beaucoup de trash talk, même de powerlifters très, très connus. Il y avait Atoud avec un mec, je ne sais plus comment il s'appelait, mais Richard Shaw, je crois, un truc comme ça. Ouais. Le mec, arrêtez pas, il lui a insulté sa mère. Je veux dire, clairement, le mec, il lui a insulté sa mère, tu vois. Alors, je crois que le mec, maintenant, il n'existe pas, il a pas réussi à faire 700 en compète. Et le mec a dit, je vais taper Ouais, à tout. Le il mec, s'est il a fait blessé, je 830, tu sais pas vois. quoi. Ouais, mais va te faire enculer une fois que tu as parlé, une fois que tu as Non, mais commencé. c'est clair. Ouais. Mais non, mais je m'énerve, mais une fois que tu as commencé à dire, je crois qu'il avait dit, c'est un raciste.
c'est un enculé, tout le monde l'aime pas, tu vois. Une fois que tu as commencé à dire ça à un mec, que tu es rentré dans le cadre perso, mais au moins tu back up en compète, tu vois. Au moins tu back up en compète. Bon, bref, mais tout le monde a un peu Ça ce ça me fait vraiment penser à tu sais, les conférences de presse que tu peux avoir en UFC ou quoi, où tu vois, les gars s'insultent, etc. Et après, de toute façon, c'est le marketing qui veut ça, mais une fois Oui, que les gens ils se sont trash talk et qu'ils se sont mal parlé en face, tu te dis, bon, maintenant, la voilà. Mais castagne. Ouais, non, mais c'est évident que tu te trash talk dans c'est un du truc où tu es spectacle. 1v1, tu vois. Genre, par exemple, dans les sports co, ah si, au basket, oui, mais c'est un sport, c'est 5 contre 5 et puis il y Bah, a des même grosses au rugby. individualités, tu vois. Ouais, c'est vrai. En réalité, mais de tout ce qui est confrontation réelle, tu vois, genre, en rugby, c'est simple. Quand une équipe, elle domine la mêlée, quand elle domine physiquement sur le plan physique, il y a un truc qui galvanise vraiment. Tu domines au plan physique au foot, tu peux très bien perdre, tu vois. Il y a moins de trash talk au foot, tu vois. Après, c'est un sport vraiment de super star. Mais il y a cette confrontation. Et là, pendant 2 ans, il n'y a rien eu, tu vois. Tout le monde se sautait dessus. Et là où je voulais en venir, putain, j'ai perdu mon fil conducteur par rapport à ça, par rapport au trash talk. Ce que je voulais dire, c'était Le besoin de devenir meilleur que les autres, tu dis, c'est ça. voilà, le besoin de devenir meilleur que les autres, il se matérialise quand tu arrives en compète et tout, parce que clairement, sinon, ça devient un petit peu flou. Donc, il y a eu cette période Covid, machin. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oh non, c'était à peu près tout. Je crois que c'était à peu près la Parce qu'en conclusion fait, que. au début, tu disais que au début, c'était vraiment ouais, purement un truc de développement personnel, de s'améliorer en tant que personne et en tant qu'athlète, et que au fur et à mesure, c'était non, non, maintenant j'ai vu des plateaux, j'ai vu comment étaient les autres, maintenant je vais plus être seulement meilleur que moi-même, je vais être meilleur que les autres. Moi, la période où j'ai été le plus fort, parce que je prends mon exemple encore une fois, c'est celui que je connais le mieux. Ouais, bien Je sûr. pense que je sais, parce que j'ai discuté et je connais les autres gens qui sont à haut niveau, mais alors moi, je suis à haut niveau dans un sens sur une KT précise, sur une échéance précise, une fédé précise. Un Atwood, il est meilleur partout, de tout temps, même Ouais. des fois, il est meilleur en 83, tu vois. Donc, ça, c'est le plus haut niveau du plus haut niveau. Moi, je suis à haut niveau, dans mon petit coin, sur ma fédé, etc., même à l'international, mais en tout cas dans mon coin. Après, t'as des mecs, c'est les meilleurs partout, tu vois. Même juste la différence Junior Open, elle est immense, tu vois. Et clairement, une fois que tu arrives en compète, et le drive que tu as après, le drive que j'ai eu, pourquoi j'ai été le meilleur moi après Europe les 2-3 mois qui ont suivi, déjà parce que l'entraînement, il correspondait typiquement avec ce que j'avais fait dans la lancée. Ce qu'on avait fait, c'était vraiment dans la continuité de ce que j'avais instauré avec Europe. Malheureusement, je l'avais fait sur des blessures et du coup, ça a mal tourné après. Ouais. C'est le souci. En plus, moi, je ne communique pas sur les blessures. Je dis ça va. On parlera des 3 mois d'anti-inflammatoire après. Anti-inflammatoire, caféine, et du coup, ça va, je me sens bien. Ouais, Non, tu tu te sens m'étonnes. bien. Ouais. C'est comme si tu prenais de la cocaïne, tu fais, bah, d'un coup, je me sens super bien, Je tu suis vois. sous morphine, je sens rien. Tout va Je bien. sens rien, tout va bien. Bon, et du coup, les 2 mois qui ont suivi, je crois que il faudrait demander à mes partenaires d'entraînement, mais genre, je disais, je suis indestructible, tu vois. Je leur disais, genre, j'ai dit, à un moment, j'ai fait un 165 au belge, je l'ai fait, genre, ça montait RPE6 dans la vitesse, tu vois. Et là, je lui dis, je suis indestructible. Le spotter, je lui ai dit ça, je lui ai dit, je suis trop fort, tu vois. Et il y a ce truc-là, mais ça a été mon deuxième boost. Tu as ton premier boost qui arrive quand tu fais ta première compète et ça se passe bien. Tu as un peu le niveau national où ça te fait. Et après, tu as un truc où ça te transforme en alien, je te jure, parce que après Europe, où j'ai fait un résultat qui m'a bien galvanisé ou bien satisfait, tout galvanisé, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a satisfait sur le moment. Je me suis dit, tous les trucs ont été remplis, ont été cochés. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et là, j'ai pris un boost de malade. Et pareil, là, c'était le niveau d'enthousiasme que j'avais en commençant, mais puissance 1000, parce que je savais qu'à un moment, j'avais tâté du bout du doigt que je pouvais être le meilleur d'Europe, dans ma KT, en junior évidemment, mais que je pouvais être le meilleur d'Europe et que je pouvais être en top 3 mondial, etc. Tu vois. J'avais tâté du bout du doigt ça. Ça te rend barjot, tu vois. Et c'est à ce moment-là où tu commençais à envoyer des messages aux gens et à dire le triplé en majuscule, c'est Mais ça. oui, je disais le triplé, mais parce que foncièrement, je veux dire, c'était tout seul. Je pense qu'à un moment, je pense que j'étais peut-être entre 700 et 710 au total. Tu vois, si je faisais un SBD, je pense à la fin du bloc où j'ai fait un 255 qui bougeait comme un RPE7, un 170 qui était un 9 et des 260, des 250, etc. Si je faisais un mythe là, je pense qu'il y avait peut-être j'aurais pu me prendre un mur, tu vois, je dis ça, voilà, ça peut arriver toujours, hein, c'est toujours le risque. Il faut Ouais, bien aussi sûr. avoir ça peut-être en tête aussi quand on fait une compète, c'est qu'une compète, ça peut aussi très mal se passer très très vite. Il y a des raisons qui peuvent faire que ça se passe mal, une mauvaise gestion, un mauvais entraînement et tout, mais il y a même des fois juste une bonne prépa peut se transformer en truc horrible. Je dis une connerie, on te refuse ton premier essai au squat, ta compète elle est chaude, tu vois, ta compète elle commence déjà à prendre Ouais, un ça peu ça de hit. dépend. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, ça Non, dépend. mais je suis Si tu as d'accord, pris ça va pas améliorer la compète, je suis d'accord avec toi. non, non, vraiment, ça commence à te niquer ta compète déjà. Après, tu fais comme Chance Mitchell hier,
tu rates tous tes openers sur les 3 mouvements et tu fais un bond de plus 15 et tu réussis. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne peut pas réussir à faire ça, tu vois. Donc, mais là où je voulais en venir, c'était que ouais, tu peux vite fail ta compète, tu vois. Tu peux vite perdre tes moyens. Mais ouais, il y a un moment où je pouvais vraiment tout péter et ça m'avait même sorti de la dimension physique. Comme je t'ai dit, par exemple, comme après France, j'avais fait, je sais pas, j'avais fait 20 jours de bench d'affilée, j'avais progressé à fond, j'avais totalement oublié la dimension physique, bon, jusqu'à ce que ça soit trop prenant. Et là, ça m'a fait pareil, tu vois, j'ai totalement oublié la dimension physique. Et après, ça est devenu beaucoup trop prenant, mais à un degré qui était plus élevé. Mais c'est pour ça, le mindset, je pense que le mindset que j'avais là, limite, c'était presque pas le bon, tu vois. Ça aurait été un mindset de picking, tu vois. Là, après Ouais. Europe, j'aurais dû me dire, je reprends mon mindset qui était beaucoup plus focus, peu de hype, enfin, beaucoup plus focus en tout cas, peu de hype dans le sens, le travail essentiel que je fais, c'est pas le travail sur les top 7, c'est un travail beaucoup plus méticuleux où le volume il va monter, les variables d'entraînement elles vont être super importantes à gérer. Et pour ça, il faut que j'adapte un petit peu. J'aurais continué un peu plus simple comme ça. J'aurais pu faire peut-être au moins les France et tout. Euh, et du coup, c'est pour ça que là, je fais le lien entre le mindset pro et le mindset amateur. Je pense qu'un pro, il ne se laisse pas aller à ce niveau-là comme je me suis laissé aller en termes de je vais tout péter. Tu vois. Parce que je pense que Atwood, quand il a fait 828, tu vois, je pense que les semaines d'après, il devait se dire c'est 838, je quoi crois. après ou 838, putain, aucun Ouais. sens. Mais je veux dire, quand il a fait ça, je pense que les semaines d'après, il s'est dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je deviens dictateur des États-Unis? Tu vois, tu, tu commences à te dire tout est possible en réalité, tu vois, je suis le maître du monde, tu vois. Et je pense pas que le mec, alors si, il a dû faire une semaine où il a tiré des conneries, mais après, il a repris un entraînement et tout, il est redevenu normal. Je pense que c'est la Il a différence benché entre 215 quand même pour montrer qu'il aurait pu gratter 10 kilos de plus sur son il a fait total. ses conneries avec des straps et sur Fatpad, des conneries, parce que voilà, Ouais. c'est pour dire encore plus que je peux marteler tout le monde à tous les niveaux. Instagram, compétition, je nie tout le monde. Ça, c'est pour dire que, quoi. Et après, je pense qu'après, il a pris un entraînement normal, tu vois. Il s'est pas dit, ça Ouais, mais y est, ça aussi, je tu vais vois, enchaîner, tu vois. je pense que tout seul, c'est difficile d'avoir la sagesse, même le recul nécessaire pour faire ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui monitore un peu ton entraînement et qui est là pour t'amener un espèce de locus de contrôle. Tu vois, si tu es trop hype, là pour te faire refroidir un petit peu. Et au contraire, si t'es vraiment trop froid, que tu es un légume, bah te booster un peu, te dire, bon, ok, maintenant on y va et faut faire les choses, quoi. Après, tu donnes Ouais. l'exemple d'Atoud. Atoud, c'est aussi un athlète très expérimenté. Et je pense que tu vois, enfin, il y a un moment, si tu arrives à avoir un peu de recul sur ta pratique, etc., si tu fais des erreurs, bon, tu ne les fais pas toute ta vie. Enfin, en tout cas, je l'espère pour toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu Et commences à te hyper comme un malade, etc., tous les ans, et que tous les ans, tu retombes dans le même schéma, bien il y a un sûr. moment, il faut Non, grandir, tu vois. mais c'est justement la différence que je voulais dire. Évidemment, la différence, elle vient de l'expérience, parce que tout, c'est quelqu'un qui a, je crois, 35 ans, 34 ans, peut-être une dizaine d'années de power, enfin de power. Je ne sais pas si de power compétitif, mais en tout cas, je crois qu'il a au moins 5-6 ans de power compétitif. Mais après, il avait fait du football américain, il avait fait pas mal de trucs, si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est un mec qui vient d'un Ouais, je crois qu'il background, a qui fait a un du foot. background. Euh, Moi, je suis 21 ans. J'ai 21 ans, j'ai 3 ans de power, j'ai fait du foot, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du crossfit, j'ai fait de compétition, mais je veux dire, j'ai jamais touché un niveau comparable. Donc, c'est normal que derrière, l'hype elle soit mal gérée, quoi. C'est aussi ça qui fait la différence. Je pense que moi, j'ai vu beaucoup de mecs, même très expérimentés. Moi, je me souviens aussi d'un moment où il y avait Sean Noriega qui avait commencé je pense qu'il s'est dit à un moment, en 83, je fais des bons entraînements, je suis super hypé tout le temps, il partageait beaucoup. Et derrière, il s'est dit, c'est le moment de trash talk. C'est le Et moment tu de dire parles à de tout le quelle monde. période? Période où il a fait les nationaux, qui s'est blessé, il avait fait un terre à 70, je crois, après ce qu'il s'était blessé. Il avait passé 6 mois avec Candito à dire qu'il allait niquer Ori, enfin qu'il allait niquer Ori, qu'il allait le Ah, battre. mais Tu vois. mais je me souviens de cette période-là, mais je crois que Noriega à cette époque, enfin Noriega il est assez jeune aussi, il ne faut pas oublier Oui, c'est vrai. il était en junior encore il n'y a pas Il si était en longtemps. junior. Hein. Il était en junior, c'est bon. Et donc bon, je pense qu'il y a ce truc aussi qui est, je dirais, la fougue de la jeunesse. Tu vois, Ouais, je parle comme un mec qui a 40 ans alors que j'ai le même âge que lui, tu vois, ces petits pas jeunes de loin. merde là. Mais oui, je pense que c'est l'âge et la maturité qui fait ça aussi, tu vois. Ou Ouais, quand t'es un peu plus adulte, tu te dis bon, on va parler moins et peut-être que hmm. sur le tapis, on discutera plus, tu vois. Enfin, sur la Ouais, plateforme, ouais, je c'est dis sûr, sur le c'est tapis. sûr. Bah, c'est le tapis. Je crois que chez nous, on peut parler de tapis. Hein. Non, mais oui, oui, je pense qu'il Non, non, y a non. aussi une question d'âge. Bah, c'est un tapis. Je veux dire, moi, j'ai tiré un monde, j'étais sur un tapis, hein, je le dis. Il y a une plateforme dessous
mais j'ai tiré sur un tapis, tu vois. J'ai même tiré sur un tapis mouillé, si vous voulez savoir. Mon squat à 2,58, je regarde au sol et j'avais une tache de piste, du coup, bien, bien grosse. Ça a failli me faire rire sur mon 2,58. Tu vois, tu tentes un record d'Europe et tu rigoles, quoi, ma foi. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être qu'il y a la différence aussi, c'est peut-être au niveau de l'âge, parce que pour le coup, les powerlifters pro sont plus expérimentés, plus vieux. Et on en a vu même qui sont maintenant beaucoup plus stoïques, en tout cas dans leur image publique et dans la manière dont ils gèrent leurs relations, et qui, il y a 2 ans, étaient totalement fougueux dans le sens. C'est vrai que tu me parles de Noriega. Maintenant, Moi, j'ai des hein, mais moi, flashbacks hein. qui me reviennent où il faisait des vidéos, il allait voir Russell Horry, il disait OK, il dit ouais, tu dois faire combien enfin, il demandait à Russell ouais, tu dois faire combien au deadlift aujourd'hui et il dit moi, je dois faire du pause et c'est simple, ce que tu vas faire en compte, moi, je vais le faire en pause, tu vois. Et il réfléchissait même pas à une charge, il disait juste je fais la même chose que lui, mais en pause. Voilà. Pareil sur le bench, il disait OK, bon, bah, je vais faire 20 kilos de plus que toi, tu vas mettre combien aujourd'hui? Bon, bah, tu vois, si tu disais ça et que tu étais dans la mafia, tu vois, tu finissais avec du béton à la place des pieds, tu finissais dans la rivière, tu vois. Et t'apprenais vite. Là, le problème, c'est que maintenant, tu peux dire ça avec une caméra à la main, tu peux dire ça sur les réseaux sociaux, tu peux dire ça dans le monde moderne maintenant. Et quand tu es jeune, tu vois, t'as pas personne qui va commencer à te claquer. Alors que si tu t'entraînes directement dans une salle un peu d'anciens, ce qui doit exister un petit peu encore, moi j'avais un peu ça quand j'ai commencé. Bon, typiquement, l'entraînement, c'est pas la folie, tu vois. Quand c'est eux qui te conseillent, c'est très rugueux et vraiment, ils sont pas là pour rigoler, ils te clashent, quoi. Ils te clashent, mais pas pour rire. Donc, ça ramène les choses un petit peu dans l'ordre. C'est vrai qu'il y a peut-être une question d'âge parce que les mecs qui sont très jeunes, qui ont pas de cadre très précis en tête, qu'à un moment, ils peuvent prendre une claque. Et typiquement, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent et ils peuvent même aussi faire des trucs comme ça, comme du banter, comme du trash talk, mais ils pensent souvent aller beaucoup plus haut. Et c'est des profils qui sont pas simples à coacher. Pour les profils les plus jeunes que j'ai, entre 18 et 20 ans, c'est pas des profils qui sont très simples à coacher. Ils sont simples dans le sens ils ont toujours envie, mais vu qu'ils ont pas souvent moins de limites, pas trop de cadre, bah déjà ils peuvent faire beaucoup plus de conneries dans leur entraînement pur, mais même en termes de gestion de coaching humain, euh, c'est con, tu vois, c'est chiant à chaque fois de devoir faire le daron, tu vois. Moi j'ai 21 ans, j'ai pas l'âge de rappeler les gens à l'ordre, tu vois. Moi, il y a des gens, même après, je dis ça, c'est 18 ans, mais tu as des mecs qui ont 30 ans, c'est pareil, tu vois. Moi, il y a des mecs, si tu as 30 ans, des fois, je leur parlais de la même manière qu'un adulte le ferait avec une personne un peu plus jeune, tu vois. Alors que bon, des fois, c'est même plutôt l'inverse dans les faits, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que tu peux pas aller très, très loin avec un mindset qui est court-termiste dans le sens qui est d'une hype folle, qui repose sur des ressources aussi qui sont quasi infini. Je veux dire, quand tu as 19-20 ans, peut-être que tu es étudiant, que tu ne travailles pas encore, etc., tes ressources physiologiques et du coup mentales, ton focus, tu peux très bien te permettre de passer une séance à hurler pendant 2-3 heures, à tenter des choses folles, on va dire, en termes de charge. Et derrière, recommencer 2 jours après, un jour après, sans que ça t'impacte trop. Tu vois, tant que tu as Ouais, tu dormi récupères tes mieux. 9-10 heures. Ouais, bah ouais, tu récupères mieux aussi. Et il y a vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la dimension professionnelle, toutes les variables ont un sens, dans le sens toute la gestion de toutes les variables ont un sens et elles communiquent entre elles, alors que pour l'amateur, il faut que les choses, elles s'enclenchent d'année en année, d'expérience en expérience. Les trucs, les liens se font et ils ne peuvent pas se faire sans l'expérience, en fait, j'ai l'impression. C'est un peu ça. Ouais, bah, ouais, je pense que bah, de toute façon, il y a beaucoup de trucs que tu peux voir en théorie, etc. Mais je pense que de toute manière, les vivre, tu vois, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus puissant, quoi. Tu retiens mieux la leçon quand on te met une claque que quand on te dit faut pas faire ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui ont besoin de ça, et tu vois, le fait de se trash talk, etc., il y en a qui ont besoin de passer par là pour comprendre. Et, tu vois, ça fait partie de la vie d'un athlète aussi, tu vois. Ouais, en fait, je sais pas si ça place le trash talk dans la FA Bah, moi, actuelle. je pense que dans le sport, de manière générale, je pense que c'est important. Et Ouais. vraiment, j'insiste sur le fait que ce soit important parce que, surtout dans une discipline aussi forte, enfin aussi comment, jeune voilà, que la FA, je pense que tu vois, ça permet de générer de l'engouement, etc., pour les spectateurs, se dire, OK, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer, générer de l'intérêt, tu vois. Et ça, dans beaucoup de sports, on remarque que, bah, tu vois, c'est bête, mais en fait, souvent, les combats, je fais toujours cette analogie avec le combat, mais les sports de combat où il y a la plus grosse audience, c'est aussi parce qu'il y a un trash talk fou, tu vois. Ouais. Quand tu penses à Connor contre Khabib, Connor ou alors Khabib, il y en avait plein des. Enfin, à chaque fois, c'est ça, tu vois. Pareil, quand il y a Jake il Paul y contre avait je sais plus qui là. Cormier John Jones aussi, c'était une folie ça au niveau du trash Ouais, talk.
Parce que les mecs se disent des trucs de fou en plus, c'est ça le truc. Ouais, mais Les mecs se font des trucs de fou. Genre, il y avait Daniel Cormier, il avait dit, genre, John Jones, il avait été pris pour cocaïne, je sais plus quoi, plein de trucs. Et genre, il a dit à Daniel Cormier, ouais, t'as vu ta dégaine en conférence de presse, tu vois, t'as vu ta dégaine, on dirait un mec qui veut du crack, tu vois. Il a dit, ok, j'ai peut-être la dégaine d'un mec qui veut du crack, mais moi, j'ai jamais pris de crack, tu vois. Les mecs se banterent sur des trucs trop hardcore, tu vois. Leurs femmes, leurs trucs, machin. Mais je pense que ça, c'est pas ridicule parce qu'il y a assez d'audience. Et c'est là le point où je veux en venir par rapport ouais, à mais ça. mais Est-ce moi que je pense c'est que c'est pas un aussi trop pour petit ça qu'il y a de monde pour... l'audience. Est-ce que c'est pas un trop petit monde, un trop petit cercle? Parce que voilà, l'UFC à la base, c'était un truc de. Enfin, je veux dire, le MMA plutôt c'était un sport de gros castagneux, tu vois. Quand ils faisaient ça chez les Inuits, là, parce que c'était au Canada, ils faisaient ça dans des réserves à la base. Le MMA, ils faisaient ça dans des réserves au Canada et des réserves indiennes et tout, enfin indiennes, réserves d'Inuits et en Amérique dans des réserves. Parce que si je ne me trompe pas, les lois n'étaient pas les mêmes et ils avaient le droit de le faire là-bas. Ok. Donc là, c'était des cercles, c'était genre de 30 personnes. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, ces mecs-là se trash talkaient. Et c'est peut-être la comparaison que je veux faire avec, avec la force, c'est qu'on est là, si on commence à. C'est comme les Américains, je te dis, il y a 2 ans, les Américains, ils faisaient que ça, j'avais l'impression, pour leurs nationaux. 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et derrière, tu sais, t'es arrivé, c'était déjà quand même, c'est le plus gros. L'USAPL, c'est quand même ce qui drive le plus d'audience sur le powerlifting en général, tu vois. Il y a peut-être des trucs Kern et tout, mais. Et derrière, une fois que c'est passé, tu vois, je veux dire, t'avais pas envie de les voir parce qu'ils étaient trash talkés non plus, tu vois. Et puis même quand c'était fini et que le mec, comme Charles Noriega, où il s'est blessé pendant la truc, tu vois, il a rien fait, tu vois, il a bu le scope, je sais plus ce qu'il avait fait, une merde, tu vois, il avait chié une merde. Et qu'au bench, il avait chié une merde aussi. Mais une fois que les mecs, ils chient une merde, tu sais, tu te dis pas, bon, bah voilà, c'était le jeu, ils se sont trash talkés, pas grave s'il s'est chié, tu vois. Alors qu'en MMA, tu peux te faire meuler la gueule et personne va trop se foutre de ta gueule en réalité par rapport au trash talk. Tout le monde sait que ça fait partie du jeu, tout le monde apprécie. Là, il n'y a pas assez de gens pour que tu commences à dire des dingueries qui n'ont aucun sens. Parce que Ah, je globalement, sais pas. en conférence de presse, le but, c'est de raconter le plus de conneries possible. Les mecs, en Ouais. réalité, sont souvent bien potes. C'est rare qu'il y ait des animosités comme Conor Habib, tu vois. Euh, c'est fait, tout le monde sait pourquoi on est là. C'est un peu le moment catch avant le moment on se meule, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est... Mais Alors par qu'en contre, il y a un FA, je truc sais aussi pas. bah, je disais, en FA, je pense que ça a sa place. Après, je dis pas qu'il faut l'encourager ou quoi, mais je dis qu'en termes enfin, tu vois, de marketing pur pour amener de l'audience, c'est bénéfique dans le sens où tu vois, tu parlais du Covid, il se passait Ah rien, ouais. mais tout le monde Ah était ouais. pendu à ce qui se passait, tu vois. Et Dès que ça, pour le Richard coup, Shaw il faisait une story, c'est sûr qu'elle était repartagée dans tous les groupes de bah oui, powerlifting, quoi. et faudrait lui demander ses stats, mais je suis convaincu Ah que ouais. le gars, il a pris une audience de fou à ce moment-là. Ah, mais les Et stats du powerlifting ont explosé, je pense, pendant le Covid aussi, hein. ouais, et je pense aussi, tu vois, tu vois, c'est marrant, tout à l'heure, enfin, on parlait des sports de combat. Il y avait le truc, bon, de youtubeurs, je ne suivais pas du tout, mais j'ai entendu parler de Paul, je crois qu'il y a 2 frères, et un autre mec qui était un anglais, je crois, KSI. Ah, les trucs T'as de entendu parler boxe de ça? là. Ah oui, oui, Et oui, bah, les tu vois, youtubeurs qui font de la ça, boxe là. Ouais. tu vois, ces youtubeurs-là, j'en avais jamais entendu parler de ma Ah vie, non, tu vois. plus. J'en avais jamais entendu parler et je connaissais pas. Et juste, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient dans mon cas tu vois, qui ont découvert ces 2 personnages rien qu'avec le combat et avec les grossièretés qu'ils ont dû se balancer à la gueule. Ouais, mais Et c'est le pire. Il y a des je mecs, suis ils tombé. ont commencé la boxe avec ça, en fait. C'est ça le Et, truc. Ils ont et, suivi un peu les sports de combat par ces ouais, mecs-là. Ça me fout droit le cerveau, ça. C'est pas de ma et génération. ce qui est amusant, c'est que justement, je suis tombé il n'y a pas longtemps, enfin pareil, je dis il n'y a pas longtemps, ça se trouve, c'était il y a 6 mois, sur un podcast où il y avait Logan Paul enfin Logan Paul ou Jake Paul, tu vois, je ne sais pas lequel des deux c'est, et KSI. Et ils commencent le podcast, ils se regardent longtemps et ils explosent de rire, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, je Et pense qu'ils peuvent le faire tellement il y a de l'audience. En fait, les mecs, ils savent très bien qu'ils sont potes et puis ils vont faire du pognon fou grâce à ça. Il y a de ça aussi, mais je veux dire, moi, la différence que j'aime bien faire dans le trash talk, c'est une notion américanisée, tu vois. C'est vraiment le truc spectacle. Le problème, c'est qu'en France, et en France, peu importe, mais je veux dire, le sport, il est trop petit actuellement. À l'échelle mondiale, c'est pas forcément une question forcément de la France, même si on peut faire un argument là-dessus, mais le sport est trop petit. Les gens, ils ont trop des égos démesurés par rapport à la taille de leur sport. Ils se voient n'importe quel truc, ça les trigger et ils passeraient 15 minutes à faire une story dessus, tu vois. Les égos sont trop fragiles pour faire du trash talk. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire un truc beaucoup plus anglais, limite. Ça s'appelle du banter, tu vois. Banter, c'est c'est pas du trash talk, c'est tu taquines un mec sur un truc qui est plus ou moins vrai, mais je veux dire, c'est du taquinage, tu vois, dans le sens, tout le monde sait qu'on rigole, même entre nous, on sait qu'on rigole, alors que le trash talk, il y a quand même cette histoire de fausse ou réelle animosité, en fait, de fausse animosité à la base, qui se transforme au final en réelle animosité,
Et je pense que c'est clairement pas ce qu'a besoin notre sport. Parce que globalement, notre sport, ce qui se passe en fait pendant la compétition, c'est-à-dire le moment où normalement ça devrait se régler, c'est que chacun passe à son tour en fait. C'est du tour par tour. Ouais, Le mec, on se répond tour par tour, tu vois. Il n'y a pas de moment. En plus, ouais, mais il faut quand au même moment où il y a le trash talk, les gens le savent, tu vois. oui, Et mais je encore veux une dire, fois, enfin, il faut un mais ça se résout pas, tu vois. Et ça peut pas prendre parce que pendant la compète, tu vois juste des mecs qui passent un par un. Il n'y a aucun moment où tu vois le dire astuce de pute. Genre, tu vas pas à IPF Worlds. Imagine, tu es à IPF Worlds, tu as fini ton squat, tu vois le mec que tu as trash talké qui va passer après toi, tu dis hey, tu vas faire quoi, fils de pute, tu vois, tu t'imagines ça? Genre, tu te ferais bannir de l'IPF, tu vois. C'est clairement pas l'endroit pour faire ça, tu vois. Mais même, je dis IPF, mais dans toutes les compètes, tu vois. Ça, bah, ouais, tu dis ça, mais tu vois, genre, je crois que c'est c'était le marrant, par contre. Carn-US. Moi, je Je crois rigolerais que bien. Hein. c'était le Carn-US, je crois que c'était. Enfin, tu vois, c'est pas la même ambiance parce que l'IPF, c'est aussi très encadré. Et il y a une Ouais. volonté tu vois, de rejoindre le comité olympique, Bah, etc. Enfin, ils sont dedans, donc ils font c'est ce qu'ils ça, peuvent. oui, bon, Hein. bah voilà, d'arriver au JO en tout cas. Enfin, j'ai cru Ouais, comprendre que c'était ouais, l'objectif. c'est ça. Alors que tu vois, tu compares au Carn-US, c'était qui? C'était Dan Bell, tu vois, qui avait descendu un litre de bière, je crois, après son record du monde. Tu vois, c'est pas la même ambiance. Et là, je pense que On tu est vois, les d'accord. insultes, elles volent plus facilement, tu vois. Alors que. Ouais, mais ça reste des égos fragiles parce que ça reste un petit circuit. Je suis convaincu que quand tu es le gros poisson d'une petite mare, si on peut vraiment en arriver là, je pense que clairement, tu te vois beaucoup plus gros que tu ne l'es, tu vois. Ouais, Dans c'est le sens, possible. t'as un complexe de parvenu, tu vois. T'as un complexe de mec qui est arrivé à être venu. Je pense qu'il y a de ça aussi. En France, ce serait impossible. En France, ce serait impossible parce que même si tu dis un truc, à moins que tu sois vraiment pote avec lui, et là, bon, bah, voilà, c'est de l'échange amical à la limite, et tu peux le mettre un peu en public, et voilà, mais tout le monde sait, tu vois. Alors que demain, je sais pas moi, le 93 français versus le 93 du Guatemala et le 93 d'Angleterre, il commence à se faire à s'insulter, enfin, à se banter H24 en story, ça va vraiment driver quelque chose autour, comme tu dis, avant. Après, pendant, je trouve que le soufflet retombe très vite. Bah oui, oui, Pendant, oui, bien le sûr. soufflet retombe très vite parce que déjà, c'est filmé comme moi je filmerais avec mon téléphone, t'entends des mecs qui parlent dans. Hein, Ouais, mais ça va évoluer. Ça va c'est pas évoluer. Joe Tu vois, Rogan, c'est pas Joe Rogan qui commande, tu vois. ouais, mais tu vois, je pense que ça va évoluer. Je pense que tu vois, c'est le sport gagne en engouement, etc. Je pense que c'est des choses qui naîtront le jour, enfin, qui verront le jour parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans tous les sports et de manière générale, ça fait partie du spectacle. Et je serais pas étonné que tu vois, tu parles de, je sais pas, dans 5 ans peut-être, que les gars se trash talk à la mort sur les 3 semaines qui arrivent au Worlds et que le gars il verrouille son lock et qu'il regarde l'autre dans les coulisses, il dit vas alors tu vois. J'espère, moi, que ça va arriver avec Sheffield, ça, parce que tant, tu vois, par rapport à Worlds et tout, c'est chacun sa KT et tout, tu sais que tu vas recroiser le mec. Sheffield, tu te bats pour des records, pour des indices. Tu sais, c'est différent. Tu peux te permettre, genre, t'imagines un 105, un 66 qui commence à se racheter un plus 120, tu vois, genre, là, ça peut être marrant, tu vois. Là, franchement, on peut rigoler. En plus, c'est une histoire de record, il y a une histoire d'indices. Tu vois, il y a des trucs un peu plus marrants à faire, tu vois. Je pense que ça serait bon, mais enfin, faut pas compter là-dessus pour Sheffield parce que si ce serait un Sheffield version hors IPF, ce serait possible. Mais je pense que Sheffield, c'est mort. Faut dire aussi un truc, c'est que je pense que les mecs en mindset, peut-être on digresse, là, ça va être la fin du podcast, on digresse, on talk, Ouais, mais carrément. entre, C'est juste en train entre de me dire. oui, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave, ça fera un petit bonus. Mais entre le mindset de certains mecs quand tu les vois à l'IPF, surtout les dernières générations, ceux qui ont eu les sponsoring très tôt, ceux qui sont vraiment, tu sais, ils sont dans les rails, quoi. Ils ont 20 ans, ils sont dans les rails, ils ont eu le sponsor, ils ont eu le machin, ils font un petit truc, tu sais, ils sont très lisses, on va dire. Comparé à des formules raw ou alors à une mentalité beaucoup plus de mecs qui se hype en regardant Konstantinov, tu vois, tirer ce genre de profil-là, ils ont clairement pas la même approche du training, tu vois. Le premier profil, il a une approche très, pour le coup, très franco-française, mais très lisse. C'est-à-dire, le sport en France, il a une certaine image, il se développe d'une certaine manière et les gens communiquent d'une certaine manière autour de ça. Il y a un mouvement sportif en France qu'il n'y a vraiment pas dans les autres pays réellement. Enfin, s'il y en a, mais là, il y a vraiment un mouvement sportif étatisé en France et les gens sont très lisses, tu vois. Côté IPF, c'est très calmos, tu vois, les compètes sont lisses, vraiment, ça fait très olympique. Ils ont réussi, hein. Ils ont réussi leur truc. Je verrais moi, personnellement, je verrais très bien la FA en tant que sport olympique, c'est-à-dire ça ne détonne pas par rapport à l'ambiance de d'autres sports, de l'escrime, du tir à l'arc, des conneries comme ça. Tu vois. Oui, Moi, je trouve que oui, ça rentre tout à fait. Tu vois, si tu passes comme ça sur France 2, là, tous les 4 ans, tu passes là-dessus, comme ça, tu dis, tiens, c'est comme l'haltérophilie au final. oui. Ouais, c'est Donc, ça. ça a sa place, ils ont réussi. Maintenant, tu mets le Kernues au milieu, là, tu comprends que niveau juste forme, pas fond, Ouais, la forme est juste pas assez standardisée, uniformisée.
lisse, calme, tu vois. Et clairement, je pense que les mindsets de ces mecs-là sont beaucoup plus barjots, tu vois. Et t'as qu'à voir les objectifs que les mecs, bon, je dis aux USA, parce que forcément, c'est eux qui dominent le truc, hors IPF, t'as un peu le Moscou et tout, mais c'est un peu opaque, tu vois pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Mais par contre, aux US, ils font que communiquer, et tu vois les mecs, eux, ils créent des trucs. Vraiment, eux, ils créent des trucs. Genre, t'as un Joe Sullivan, le mec, il a des records du monde au squat tous les ans. Et là, il se dit, tiens, si je battais le record de Tom Platz Ah oui, j'ai vu ça. sur 500 LBS, tu vois, il va se dire, tiens, je vais faire 24 reps à 220 kilos, tu vois. Moi, demain, je fais ça en France, je dis, je veux faire 30 reps à 180. Je peux te dire que, alors peut-être pas en face, mais il y aura la moitié de la force à dire, oh, regardez le clown, tu vois. Oh, je C'est sais vrai. pas. Si, enfin, le cœur, le petit noyau de la force, il va dire, il y avait après, si ça prend de l'engouement, tout le monde va dire c'est super, évidemment. Mais au début, tout le monde va dire, ouais, t'as un putain de clown, tu vois. C'est pas la même chose du tout, tu vois. C'est vraiment pas la même chose. Sauf si tu commences, tu fais juste ton poste, tu te dis, bon, vas-y, j'ai fait ça. Mais si tu commences, Josiliad, ça fait 6 mois qu'il hype tout le monde avec sa connerie, tu vois. Et objectivement, c'est une connerie. Mais il hype tout le monde autour de ça, et c'est sérieux, et il y a de la communication autour. C'est vraiment, moi, c'est plus je me reconnais plus dans cette version-là de la FA en termes mental, en termes de mindset et de ce qu'on va réussir à proposer, plutôt que la version IPF où il s'agit toujours de, oui, la compète, faire un 9 sur 9 parce qu'il faut gratter les points. Ok, c'est cool, tu vois, mais de temps en temps, quand tu fais une dinguerie, même hors compétition, c'est quand même plutôt sympa aussi, tu vois. Ça attire du monde. Et je pense qu'il y a peut-être un petit noyau de gens qui suivent que le power français, mais pour tous ceux qui ont un peu d'expérience, ils suivent beaucoup plus le power américain au sens large, que ce soit IPF, pas IPF, tu vois. Tu Ouais, veux c'est parler sûr. un peu. Après, encore une fois, c'est encore une. Enfin, je pense que c'est un truc de communication aussi, parce que tu vois, en France, il faudrait. Je sais pas, je sais même pas s'il y a un profil qui est comparable à Tom Platz en France, mais ce serait un truc dans le même style. Il faudrait battre un record un peu ancestral, tu vois, qui paraisse un peu Ouais. Mais inatteignable. Et on n'a surtout, pas la enfin, culture. surtout, personne n'a envie de faire 24 reps à 220 kilos, tu vois. Non, mais c'est l'enfer. Moi, tu me dis ça sonne comme l'enfer. Même faire 24 reps, moi, alors si je compare peut-être un petit peu le niveau, j'enlève 70 kilos en max, parce que je crois qu'il a. Non, il est plus. Attends, il doit avoir 100 kilos sur moi. Bon, bref, je mets 160, 24 reps. Ça me paraît être l'enfer, tu vois. Je veux dire, moi, dans mon état Bien actuel, sûr. je pourrais le faire. Et puis après, on se revoit en 2023, parce que lui, là, globalement, il est en train de faire un truc type dopé, etc., au-dessus de ses performances, il pourrait s'arracher un quad, tu vois, genre gentiment en fait. Genre, ce serait pas surprenant, je sais pas quand est-ce qu'il va le faire ou s'il l'a déjà fait, mais je veux dire, tu sais, j'apprends Joe Sullivan s'arrache les deux quadriceps après 20 reps à 220 kilos. Et les mecs tentent des trucs, tu vois, je veux dire, en IPF, qu'est-ce qu'on risque à part ce. Moi, je risque de m'arracher un adducteur à la limite. Non, Euh, tu peux quand même te faire super mal en power. Enfin, ah ouais, je suis d'accord. Je suis en train. Oui, mais attends, en Power IPF, je parle. Après, je veux dire, en 74, ah si, à truc, je crois que je comprends pas comment il peut ne pas s'arracher des pecs à chaque fois qu'il bench 200, tu vois, mais à part ça, Ouais, je pense que voilà, de toute comme. façon, le corps s'adapte de manière générale. Et surtout, c'est plus facile à prévoir sur des profils qui sont naturels, sur Ben lesquels tu oui. sais que, bon, bah voilà, il y a des signes avant-coureurs, il y a tout un tas de trucs, etc. Ah ouais. Et globalement, bah, de toute façon, on le voit bien en power avec les perfs qui émergent, des techniques qui sont très variables, etc. Où il y a 10 ans, on aurait dit, ah, tu peux pas tirer dans cette position-là, tu vas te casser. Mais la vérité, c'est que le corps s'adapte à presque n'importe quoi, en fait. Et que tu as des mecs qui. Tu vois, il y a des mecs qui peuvent tirer, je sais pas, j'ai une bêtise, mais peut-être qu'ils peuvent tirer 300 kilos en faisant un Jefferson curl. Tu vois, si tu présentes ça à un non-initié, il va se dire, mais c'est impossible, le lendemain, il va être en fauteuil roulant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être que Joe Sullivan, si il se prépare bien, qu'il fait ses trucs, etc., bon, ça me choquerait pas qu'il se fasse rien, ou même, en fait, c'est juste, ça me choquerait qu'il se blesse, en fait, tu vois. Moi, ça me choquerait pas parce que pour le coup, les Américains, ils ont tendance beaucoup à faire des blessures vachement impressionnantes le jour de la compète. Voilà, c'est pas une compète, c'est juste un jour comme ça. Parce que eux, évidemment, c'est des fédés où tu peux aller voir, tu peux te faire des transfusions, etc. pour Oui, refeed et oui, tout. bah oui, mais si tu Du coup, parles les du mecs, Carnus, du oui, coup, c'est clair que les je l'ai mecs vu passer. ils perdent 10 kilos et ils espèrent avoir une surcompensation à base Oui, de ok, d'accord, fierté. ouais. et, du coup, et du coup, derrière, tu vois énormément de blessures graves hein, des arrachements et tout. C'est pas un truc qui arrive, tu vois. Je veux dire, en IPF, j'ai pas encore vu des mecs qui s'arrachaient un pec au bench. J'ai pas encore vu un mec qui perdait un biceps sur une compète Ouais, world. ouais, c'est vrai. J'ai vu des meufs qui se pissaient dessus et des mecs qui vomissaient, ça c'est sûr. Mais c'est de l'ordre. Oui, mais ça, c'est de l'ordre, tu vois, par exemple,
le se vomir et tout, c'est de l'ordre du refeed qui est que de 2 heures, tu vois. Alors que aux US, ils ont souvent 24 heures de refeed ou 12 heures. Ouais, c'est ça. Et s'ils sont tous avec leur poche de glucose à 6 sur Voilà. Du coup, ils vont peut-être pas vomir. Bon, ils vont peut-être s'arracher un que truc, mais ils vont pas vomir. Mais bon, enfin voilà. Le tunnel est fermé, je vous l'ai dit. De cela, je vais dire des dingueries. Fermons le tunnel. Fermons un petit peu même le podcast au complet. J'essaie de faire un overview, mais je pense qu'on a vraiment tout couvert comme il fallait. On a même passé pas mal de temps à parler de mindset, de lifestyle, et je pense que ça changera un petit peu habituellement, parce que bon, les facteurs d'entraînement dans ce cas-là, on donne les différences, mais bon, on ne peut pas non plus aller trop loin et dire les pros font 60 séries, les amateurs font maximum 20. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Il y a tellement de profils différents. On va se la jouer dogmatique. Alors, on pourrait raconter des conneries comme ça pendant 1 heure et demie, mais la réalité, c'est qu'il y a des différences et qui sont souvent liées à de l'efficience technique, à de la capacité physiologique, à l'expérience tout simplement. Morphologie, génétique, il y a énormément de choses, mais je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas aller plus loin que ça en réalité. Donc, ouais, c'est ça, à part si tu donnes des grandes guidelines, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que quand tu lui donnes une espèce de norme ou de standard, tout le monde te dit ah oui mais moi je suis dans ce cas-là, bah oui mais forcément en fait à mon sens aussi, si tu dis tout le temps ça dépend, tu finis par rien dire en fait, parce que c'est Souley quand on avait parlé dans la discussion qu'on avait eue la dernière fois là, où il disait oui mais en fait tu vas prendre l'exemple d'un mec qui progresse au squat en faisant des élévations latérales et oui ça peut exister mais en fait non, tu vois. Après le truc c'est que si tu es trop dogmatique et si tu commences à dire un peu, tu vas devenir un mème un peu, tu vas devenir un... Ouais, bien sûr. Après, c'est l'objectif de certaines personnes, hein, d'être une personnalité précise, de représenter une vision précise et tout. Et puis ça leur va bien, ça leur fait une espèce de petit cocon de gens qui les suivent et qui sont d'accord avec eux, parce que c'est une vision émotionnelle en réalité plus qu'autre chose, quoi. Mais en tout cas, en termes de variables d'entraînement, je pense qu'on a fait le tour. Et puis au mindset, je pense que ça fera une partie assez intéressante à décortiquer pour tous ceux qui commencent l'AFA, qui peut-être se reconnaissent, parce que forcément, il y en a qui se reconnaissent. Nous, on a un poil plus d'expérience, on est un petit peu entre deux, on a 3 à 5 ans d'expérience en FA, donc on est un peu entre les deux, on voit ce que font un petit peu ceux qui sont plus âgés, plus expérimentés, et on voit ce qu'on a fait, ce qui était assez récent il y a 3-5 ans, et les gens qu'on coach. Donc je pense qu'il y aura des gens qui vont se reconnaître et qui vont pouvoir un petit peu shifter un petit peu, commencer à voir un petit peu ce qu'ils vont voir faire par la suite, que ce soit en termes de mindset ou d'entraînement, et qui ne vont pas rester globalement sur la dynamique qu'ils ont jour après jour, quoi. Voilà. On est bon dessus, Romain, on conclut ? Nickel. Allez, n'oubliez pas d'aller follow le docteur en powerlifting, Romain Le Ah putain, c'est doctorant en powerlifting. Les gens vont vraiment le croire. docteur en powerlifting. Je suis pas docteur, rien du tout. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, je le demande jamais, mais je veux dire, si ça vous plaît, n'hésitez pas, partagez, commentez, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram aussi, parce que tant la vidéo est sur YouTube pour des raisons de plateforme, mais globalement, si Instagram fonctionnait bien, je pense que je la mettrai sur Instagram aussi. Mais n'hésitez pas à échanger avec nous sur Instagram si vous avez des questions. Et voilà. Et puis à la prochaine pour un nouveau podcast, un nouveau contenu. Abonnez-vous à Stress Stratégie, c'est important aussi. Je ne l'ai pas dit parce que globalement, on est concurrents. Les enculés. Bon, allez, stop maintenant.